pendant un changement de pompe à essence, je sais pas ce qui se passe, la bagnole prend feu et j'ai un mécano qui est dessous, un stagiaire qui est plein d'essence, qui prend feu pareil. J'entends gueuler, je me retourne, je vois le mécano qui brûle, qui commence à courir autour de la voiture qui brûle. J'éteins le mécano. Appelle à ce moment-là avoir voulu arrêter en me disant moi je fais pas ça pour faire prendre des risques aux autres. Et à un moment, je loupe un freinage, je vais droit dans un champ. Et là, putain, dans les hautes herbes, je vois qu'on tape un spectateur dans le pare-brise. Paf. Et je dis, putain, on a tapé un. Et je revois cette image du photographe, en fait, qui saute dans le pare-brise. Et là, je vois le gars assis par terre avec une plaie à la jambe. Ça m'émue un peu, mais bon, c'est un truc de fou parce qu'il croyait vraiment en nous. Et depuis que je suis tout petit, en fait, mon grand-père, il me disait, quoi que tu fasses, il faut toujours que tu sois le premier, J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes, rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Johan Bonato, plus tu pédales moins vite, moins t'avances plus vite. Bienvenue dans La Boîte à Gants, on est l'émission qui reçoit des personnalités du monde de l'auto et de la moto. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel invité tu aimerais que l'on reçoive pour la suite et pense à t'abonner, c'est un petit geste mais ça nous aide énormément. Salut Johan. Salut. Je suis ravi de te recevoir dans La Boîte à Gants. Cet endroit m'est un petit peu familier, je crois. Ouais, c'est un endroit que tu connais bien puisque c'est l'endroit de Benoît Tréluyer. C'est la structure qu'il a montée pour sa compétition à la base en circuit. Et puis nous, on a un petit peu fait dériver pour faire un petit peu de rallye. Donc on a démarré cette année avec Trajectus Motorsport. Tu sais, cet épisode, il est filmé, comme tu le vois, mais il est aussi en audio. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu écoutes plutôt les épisodes. Donc est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'ont pas l'image ? Oui, alors moi je vis aux Deux Alpes. J'ai 41 ans. Cette année, j'ai passé la barre des 40 bien franchement, avec une année de plus. Donc voilà, moi je suis moniteur de ski à la base, montagnard aussi, et accessoirement pilote de rallye. Et on va dire que j'en fais mon métier depuis 2016. De toute façon, on va voir à quel point ton parcours il est assez atypique dans le milieu. Donc, Johan Bonato, pour encore les petites personnes qui avaient un doute. Comment l'automobile, quelle était sa place quand tu étais petit ? Parce que je crois que ton papa avait un intérêt pour les caisses, mais c'était pas quelque chose vraiment de si omniprésent, c'est ça ? Non, tout à fait. En fait, j'ai toujours baigné dans l'environnement de la bagnole, puisque mes parents, mon papa, ma maman, avaient une entreprise de taxi-ambulance aux Deux Alpes, et j'avais un grand-père qui était mécanicien. Donc, j'ai toujours un peu baigné dans le garage, dans les embus, dans les taxis, mais pas vraiment dans la compétition automobile. Et nous, la compétition, pour nous, habitant en station aux Deux Alpes, c'était vraiment le ski. Donc moi, je faisais de la compétence ski alpin, mais jamais je n'imaginais qu'il y avait vraiment de la compétition en rallye. Je connaissais un petit peu la Formule 1 à travers les images, mais c'est tout ce que je connaissais, quoi. Donc tu grandis dans un univers forcément montagnard. Le ski est très présent. Ta famille est très attachée aux Deux Alpes. C'est même une des familles qui a un peu construit les Deux Alpes. Oui, en fait, mon grand-père est vraiment originaire de la station depuis les tout débuts, donc il a aidé un petit peu à participer à la route d'accès au glacier pour pouvoir construire le Gendry Express qui permettait d'arriver à 3200 mètres d'altitude. Donc voilà, on a une famille qui est originaire de là-haut. Mon père est né aux Deux Alpes, moi aussi, mes enfants aussi maintenant. Donc c'est une station dans laquelle on y est bien, on y est attaché. Et puis voilà, le chauvinisme montagnard, c'est quand même quelque chose qui n'est pas une légende, et il est vrai. Et de toute façon, aux Deux Alpes, il n'y a pas mieux, quoi. Donc tu découvres la compète à travers le ski super jeune. Genre t'es sur les skis à quoi, à 2-3 ans ? Oui, c'est ça. Quand tu vis en station, tu skis très tôt. Donc, vers 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te mets sur les planches. Moi, je pense que j'ai dû me mettre sur les planches au moment où je savais marcher. Donc, vers 9-10 mois. Quand j'ai commencé à marcher, j'ai dû commencer à glisser. Et je faisais ça sur la pelouse enneigée du restaurant de ma grand-mère, avec des petits skis en plastique qu'on accrochait sur les baskets, sur les bottes. Donc, j'ai vraiment appris le ski très tôt et j'en ai fait toute mon enfance, en fait. Quand d'autres faisaient de la moto ou du karting, moi, je faisais de la compète de ski. Donc là, à ce moment-là, ton rêve, c'est quoi ? C'est de devenir skieur professionnel, d'en faire ton métier ? Ou malgré le fait que tu évolues en compétition, tu commences à avoir un très bon niveau, tu te dis toujours c'est un hobby ?
Alors au départ, j'étais pas très bon. J'avais pas forcément le gros esprit de compète tout gamin. Je l'ai eu un petit peu plus tard. Mais par contre, je faisais plein de sports. Mes parents m'ont toujours inscrit à toutes les activités qui existaient aux Deux Alpes. Alors il n'y en avait pas non plus des masses au début, quand j'étais petit, mais il y en avait beaucoup moins que maintenant. Mais il y avait quand même le judo, il y avait le foot, il y avait le ski, évidemment. Donc c'est tous des trucs que je faisais. Et puis j'ai mes grands-parents du côté de ma mère qui m'avaient offert une petite moto thermique. Ma toute première petite moto thermique, j'avais 5-6 ans. C'était quoi? C'était une petite Piwi, quelque chose comme ça? Non, c'était une moto de police américaine. Incroyable. Avec un grand pare-brise, des sacoches sur les côtés et tout, une selle bien large avec les ressorts et tout. Enfin, vraiment la vieille moto de police comme dans Police Academy avec Eddie Murphy, quoi. Pareil, tu vois, c'était vraiment le... Et j'ai commencé à faire un petit peu de moto avec ça, une toute petite moto. Et j'ai pris goût, entre guillemets, à la mécanique, on va dire, au thermique, avec cette petite moto-là. Mais c'était vraiment du loisir et c'était rigolo, quoi. Donc après, je faisais ça un petit peu en rigolant dans le jardin et puis dans le parking du garage. Voilà, et puis de temps en temps, je partais avec ma mère. Je suivais ma mère avec une petite moto aussi, qu'elle avait une 125, et puis je me baladais dans la station. À l'époque, on pouvait faire ça. Donc voilà, c'est là que j'ai pris goût un petit peu au thermique et au sport motorisé, mais c'était pas du sport, hein, c'était de la balade, découverte. Moi, je faisais du ski. Et puis voilà, c'était le petit jouet. Il y a la petite voiture à pédales et puis il y avait la petite moto thermique à démarrer de temps en temps, quoi. Et à ce moment-là, j'imagine que le sport auto te paraît inaccessible parce que tu en as jamais vu de tes propres yeux. Ça paraît même pas inaccessible, je connais pas en fait. À cet âge-là, j'ai 5-6 ans, je connais pas du tout. Pour moi, c'est le ski. Entre guillemets, il y a que ça. Il n'existe rien d'autre. Un petit peu le judo et puis voilà, un petit peu le foot, mais je connais pas du tout le sport automobile et je m'y intéresse pas du tout, mais vraiment pas. J'apprends à conduire sur une CX sur les genoux de ma mère et de mon père. Voilà, une vieille CX. Je me rappelle que elle était super sensible à la pédale de frein. Fallait appuyer tout doucement. On a l'impression d'appuyer sur un ballon d'air. C'était vraiment très bizarre. Et j'ai appris à conduire avec cette voiture-là. J'avais 7-8 ans, mais pas avant, quoi. Je découvre un petit peu la conduite. Et là, par contre, ça me plaît. Conduire, je sens que j'aime vraiment ça. Et là, je commence à grandir un petit peu et j'ai une nouvelle motocross qui arrive. Donc là, je commence à prendre un peu le goût plus au côté sportif. Donc en parallèle, je continue le ski. Là, je commence à prendre un petit peu vers 8-10 ans l'esprit un peu compète, envie de gagner. Je commence à gagner mes premières courses en régional, etc. Et là, je prends le goût à la compétition. Donc là, pour moi, dans ma tête, c'est le ski et c'est performer le mieux possible en ski. Mais à 10 ans, t'as pas vraiment envie d'être champion du monde tout de suite, tu sais pas trop où ça va t'emmener, mais bon, en tout cas, j'aime ça, je me débrouille pas trop mal, donc je me mets à bloc là-dedans. Ouais, tu me disais, quand on en avait un petit peu parlé, c'est qu'à ce moment-là, à cet âge-là, tu dois pas le sentir, mais au ski, en fait, t'étais très bon techniquement, rapidement, mais c'était plus physiquement, en fait, qu'il y avait un gap, c'est ça, avec... En grandissant, ouais, alors c'est un peu plus tard dans les catégories où les hommes commencent à se former, où moi je suis resté un peu crevette. Et c'est là que j'ai commencé à souffrir un peu de mon gabarit, notamment dans les disciplines un peu de vitesse. Super G, descente, où là j'étais vraiment en galère. Techniquement, je me débrouillais vraiment bien. Mais je manquais un peu de gabarit pour emmener de la vitesse, pour filer sur les plats. J'étais pas un très très bon glisseur. Et voilà, par rapport aux copains qui étaient beaucoup plus volumineux que moi, on va dire, j'avais un petit peu de frustration à ce niveau-là. Et ça m'embêtait vraiment de me dire, punaise, mais je sais faire, mais je peux pas faire. Et ça, c'était vraiment pénible. Donc, je me suis un peu plus spécialisé dans les disciplines techniques, et notamment le géant, dans lequel c'est là où j'étais un petit peu plus performant et moins pénalisé par mon gabarit, voire c'était même un avantage, quoi. Pour revenir un peu à l'automobile, est-ce que ton père aussi ton père ou ta mère d'ailleurs, peut-être les deux, ont eu quelques autos un peu sympas maintenant avec le recul? Est-ce que tu penses que ça a aiguisé un peu ton œil? Oui. Mon père, en fait, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il aimait bien les voitures. Il avait plein de petites voitures sportives. Il a eu une Talbot, on a eu une Bagheera, je me rappelle, on était assis à 3 devant. Il y a eu une Alfa aussi à un moment, je crois. Une Golf. On a eu pas mal de petites voitures comme ça, sportives. Une 205 GTI. Donc là, j'ai pris goût au côté sportif de la voiture mais bon, j'apprenais toujours à conduire. Je prenais la dépanneuse de mon grand-père, je déneigeais le parking du garage. Je rentrais les voitures des clients. J'avais 10-12 ans sur le pont. Je les sortais du pont. Mon grand-père, il me faisait faire des manœuvres et tout. Je me rappelle une fois, je me suis fait arrêter par les gendarmes parce que pendant que je faisais une manœuvre sur le parking, j'étais parti tout seul avec la voiture du client sur
sur la route nationale. J'avais fait le tour, les gendarmes étaient allés voir mon grand-père, ils avaient dit bon, ça serait peut-être bien que ton petit-fils il arrête de conduire sur la nationale, il a que 10 ans. Donc, mon grand-père a dit bon, bah quand tu fais ça, tu passes par derrière mais passe plus sur la route. Ah, il t'a pas dit arrête. Ah non, 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 non. Fais ça différemment. Ah non, non, ils avaient rien dit. Bon, à l'époque, c'était vraiment différent, mais là, ouais, je prends vraiment goût à la voiture. Je me rappelle qu'il y avait un client qui avait un PMU et qui avait une Simca 1000. Et j'adorais cette petite voiture parce que pour moi, c'était vraiment rigolo. C'était tout petit et j'adorais manœuvrer cette voiture dans le parking et puis voilà, la faire un petit peu glisser et tout. Alors, mon grand-père, il s'est fait pas trop de poussière, mais c'était pas, fais pas le con, c'est fait pas de poussière, quoi. Donc, c'est là que j'ai vraiment pris goût au pilotage. Enfin, pas au pilotage, mais au côté mécanique des choses. Et à ce moment-là, quand tu fais du 2 roues aussi, parce que tu parlais de ta petite motocross, tout de suite, c'est wheeling, c'est ce genre de choses? Ou c'est plutôt sage comme une image? Non, là, quand j'ai eu la première petite motocross, là, j'avais d'abord une petite trial, mais je partais tout seul, en fait. Je partais tout seul en montagne, et puis je faisais un petit peu de trial, si, avec un ambulancier de mes parents qui s'appelait Thierry. Là, je faisais un petit peu de trial. C'est lui qui m'a un peu fait découvrir un peu comment on manie une moto. Puis après, j'ai eu une motocross. Et là, je partais, mais on n'avait pas de terrain, nous. Donc, je partais tout seul en montagne. Je récupérais un pote. Et par contre, j'aimais bien partager le truc. Donc, je récupérais souvent un pote. Je le mettais derrière. J'avais rajouté des petits cale-pieds pour qu'il soit bien installé et tout. Et on partait à deux. Je montais au glacier. Je redescendais. Je faisais des bosses. On était à deux. C'était complètement débile quand il pense. Tu te rends compte, avec le recul, la chance que tu as eue, que tes parents te laissent faire ça à une époque où tu n'avais pas de téléphone portable, toi tu partais au glacier. C'est complètement dingue. Avec une moto. Non, mais c'est complètement dingue parce que moi j'ai acheté une petite Piouille à mon fils là, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré quand j'étais petit et que je savais que ça ferait plaisir, quoi. Et aujourd'hui, je me dis, mais moi à son âge, je partais tout seul. Là aujourd'hui, j'imagine même pas qu'il puisse la démarrer sans que je sois là, quoi. Il n'y a pas un cas où il partirait tout seul. Ah, mais jamais de la vie, c'est un truc de fou. Et puis nous, c'était normal. Moi je partais, je disais même pas où j'allais. Je montais au glacier, je partais de l'autre côté de la station, je montais à pied mouté, enfin. Un truc que je prévenais pas en fait. Je faisais le plein. En plus, mes grands-parents, ils avaient une pompe à essence. Donc, j'avais même pas besoin de passer à la caisse. Je remplissais le réservoir, je traçais, et puis je rentrais le soir, quoi. Sans jamais dire où j'allais. Alors, ils étaient probablement inquiets, ils me l'ont jamais dit. Ou peut-être pas. En tout cas, c'était normal. Et il n'y avait pas de sujet à ce niveau-là. Un jour, je suis même rentré à pied, parce que je me suis fait arrêter par les gendarmes. Ils m'ont pris ma moto. Ils m'ont dit, bon, le petit Bonato, ça suffit, tu roules sur le golf. Ils m'ont mis la moto dans l'estafette, je suis rentré à pied. J'avais 10 ans, quoi. Et ils ont ramené la moto de mon grand-père. C'est fou. Et c'est quoi ton premier souvenir de contact, justement, avec une épreuve de sport auto, et potentiellement de rallye, d'ailleurs? Alors, le premier contact avec le sport auto que j'ai eu, c'est un ambulancier de mes parents qui s'appelait Christophe Millot, qui lui, était copilote de rallye. Et il m'a vu petit, on avait des Rosalie. Ça, c'est quoi? C'est des vélos, un peu? Les Rosalie, c'est des petites voitures à pédales où t'es 4. Okay. Et puis t'as un frein de chaque côté, conducteur, passager. Puis t'as des pédales, t'avances, t'as Rosalie, quoi. Mais c'est très lourd comme truc et c'était un loueur sur la station qui louait ça et tu pouvais faire des allers-retours sur la station qui est plate. Mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait cette Rosalie et puis on descendait la descente des Deux Alpes jusqu'au barrage du Chambon. Et puis quand j'arrivais en bas, évidemment, c'était impossible de remonter, donc j'appelais ma mère. J'ai dit, descends me chercher avec une corde pour me remonter. Et donc je faisais ça. Et je croise un jour un ambulancier de mes parents, donc Christophe, sur 2 roues dans les épingles. On s'amusait à faire le plus long 2 roues possible dans les épingles. Tu veux dire vraiment comme ça? Voilà, se mettre sur les 2 roues et descendre comme ça. Alors c'était soit les 2 roues, soit les dérapages en drift. Mais en drift, il fallait synchroniser le frein à main parce que chaque personne tirait sa roue. Donc c'était 1, 2, 3, tac, on bloque. Et je me rappelle que les gens, ils s'arrêtaient sur le bord de la route quand ils montaient en station en vacances. Ils nous regardaient descendre. Et puis après, ma mère nous remontait avec la corde. Et lui, je le croise un coup comme ça. Il me dit, punaise, ça va pas, t'aimes bien? Et je lui dis, ouais, c'est trop rigolo et tout. Et l'hiver qui suit, il me croise avec mais là, j'avais 14 ans, 13-14 ans. J'avais pas du tout le permis. Il me croise avec une BX 4x4. Et j'arrive tout en travers face à l'ambulance et tout. Il a cru qu'il allait se faire rentrer dedans. Et quand il m'a vu passer, je me rappelle sa tête. Et là, il est allé voir ma mère, il lui a dit, mais lui, ton fils, c'est un fou, il faut qu'il fasse du rallye, c'est pas possible. Mais moi, j'avais pas cette notion encore de course automobile. Et il me dit, je vais l'emmener voir une course que je fais moi. Et c'est là que Christophe, il a dit, je t'emmène voir un rallye dans les Cévennes, parce que lui, il était de là-bas, des Cévennes. Et on avait campé, je me rappelle, avec mon père, des amis, dans la forêt, pour regarder la nuit passer les voitures de rallye. Et là, j'ai découvert le sport automobile et le rallye, que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait des toutes petites voitures, des 106, des AX,
que pour moi, c'était que des grosses voitures un peu type Formule 1. Donc, j'y connaissais vraiment rien. Et là, j'avais 14 ans. Et là, tu prends une vraie claque. Tu t'en souviens comme quelque chose de marquant ou finalement, tu en as assez peu de souvenirs et Ah non, là, je prends vraiment goût au truc. Là, je sens que ça me plaît, que j'ai envie d'y être, en fait. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, mais j'ai que 14 ans. J'ai pas l'âge de quoi que ce soit, ni de conduire, ni de faire de la course, ni quoi que ce soit. Et puis, j'ai pas le recul et j'ai pas une famille de l'environnement du rallye qui me dit, ou du sport auto, moi, qui me dit, bah, tiens, on pourrait faire ça à ton âge. Je fais un peu du kart en loisir quand je descends à Grenoble, mais bon, c'est une fois tous les 3 ou 4 mois. Voilà, je paye mes 10 minutes de session classique, quoi. J'y avais vraiment rien. Donc, je continue le ski, mais je garde vraiment un œil très intéressé du rallye. Et là, je commence à vraiment me plonger dedans. Et là, je me dis, bah, plus tard, je veux faire du rallye. Donc là, tu conduis des caisses depuis déjà presque 10 ans quand t'en as 16, quoi. Mais... Donc, t'as une petite expérience de conduite déjà, même si t'as pas le permis officiellement. Ouais. Tu t'intéresses au rallye, t'es en sport-études en ski. Voilà, j'intègre à 14 ans le ski-études. Donc, j'étais en ski-études au collège. Et là, j'intègre vraiment le pôle haut niveau à Villard-de-Lans. Et c'est là que je me retrouve dans la chambre d'internat avec Benjamin. Donc, qui est ton copilote Qui est actuel. mon copilote qui a actuel. toujours été ton copilote d'ailleurs. Qui a toujours été, Quasi. mais que je connais depuis qu'on a 7-8 ans. Parce qu'on se croise sur les courses de ski, parce que lui, il est de Champs-Rousse. Et étant de Champs-Rousse, on se retrouve sur les courses régionales. Pas les courses du district, mais les courses régionales. Donc, on est toujours en confrontation, donc on se connaît. On est concurrents, mais quand t'as 10 ans, t'es potes, quoi, tu vois, avec tes copains qui font les mêmes podiums un peu en général. Donc, un coup 1-2-3, un coup 3-2-1. Et là, on se retrouve à l'internat, au lycée, dans la même chambre, tous les deux. Et puis, bon, il voit que je suis passionné, ben, il y connaît encore moins que moi, parce que moi, je m'y suis mis, mais lui, pas du tout, quoi. Lui, il est dans le ski comme moi, je pouvais l'être avant. Et il se met à se passionner, lui aussi, à travers moi, pour le sport automobile. Donc, on découvre tous les deux le truc, et puis on décide, je sais plus comment ça se fait exactement, mais de faire du rallye ensemble plus tard. Et bon, là, on a 15 ans, quoi, c'est quand on rentre au lycée. Mais est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, ou c'est peut-être encore un peu tôt, vous comprenez que le ski, de toute façon, vous aurez un très très bon niveau, mais que vous ne pourrez pas forcément en faire une carrière en tant que telle, et donc finalement que c'est une porte de sortie où il n'y a vraiment aucune arrière-pensée, c'est juste, viens, on va s'éclater dans une caisse, c'est trop bien. Ah non, alors moi je sais à ce moment-là que je percerai pas dans le ski, parce que mon gabarit ne me le permet pas. Techniquement, j'ai atteint mes limites. On a eu un bon niveau, mais pas un niveau de dire ça va percer. Et moi, je voulais percer en rallye. Je savais pas si j'allais en être capable ou quoi que ce soit, mais j'avais vraiment envie de faire une carrière en sport automobile. Vraiment. J'avais vraiment envie de faire ça. Et donc, je me suis vraiment dit, le jour où j'attaque, je m'y mets à 100%. Et là, je motive un peu ma mère. Et je dis à ma mère, je dis, mais là, je veux faire du rallye, il faut que je m'achète une voiture de rallye. Mais j'avais 14 ans, quoi. Et donc, ma mère me dit, bon, allez, je t'aide, tu vends ta moto, et je t'aide, et tu t'achètes ta première voiture de rallye. Et j'achète une petite 205 GTI d'origine avec des arceaux. Et donc là, je me mets à rouler avec ma mère. D'ailleurs, je me rappelle quand on allait chercher cette 205 rallye, je suis parti la chercher avec mon père avec un plateau. Je sais plus où c'était, un endroit paumé. Je sais plus exactement où c'était. Elle appartenait à Jean-Luc Chaptal, ça je me rappelle encore. Je n'ai jamais revu, je crois d'ailleurs. Une 205 bleue. Et sur le retour, j'ai voulu faire le retour dans la remorque, dans la voiture de rallye. Donc j'étais dans la remorque, dans la voiture de rallye, assis au siège. Mon père qui conduisait devant, moi j'étais dans la remorque. Donc ça c'est pareil, c'est complètement débile quand il pense. Mais là, à ce moment-là, t'as pas l'âge pour être engagé en tant que pilote. Ah non. Donc tu te dis quoi, tu passes du côté copilote? Non, parce qu'à 14 ans, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc en fait, je partais conduire avec ma mère à côté, le plus souvent. Donc ta mère était... Ah mais c'est ce que tu m'avais dit, que tu conduisais aussi l'ambulance, potentiellement sur tes longs trajets. Ouais, des fois je partais en ambulance avec mes parents, j'avais 15-16 ans. Et puis je me rappelle une fois j'étais parti à Paris avec ma mère en ambulance, ma mère elle conduisait à l'aller avec le blessé, moi à côté de moi. Et puis au retour, je conduisais tout le retour, ma mère elle dormait. C'est dingue ce que ça quand tu penses. Pourtant, c'est pas si éloigné. C'est pas si vieux que ça, hein, mais c'était bon. Après mes parents ils étaient peut-être ils étaient cool vraiment là-dessus, cool, hein, vraiment cool là-dessus. Hein. Donc voilà, donc je roule avec ma mère l'hiver, l'été, et puis je rencontre le pilote de Christophe Millot qui m'a lancé dans un truc qui s'appelle Laurent Pascal. Et Christophe lui dit un petit peu comment je me débrouille, l'envie que j'ai, etc. Et Laurent vient me donner quelques petites notions de pilotage qui me permettent de comprendre un peu ce que c'est que le talon pointe, utiliser un peu tout ça. Mais de manière innée, j'avais déjà compris pas mal de choses et j'avais déjà appris de manière autodidacte pas mal de trucs. Donc voilà, je développe un peu
à partir de 14 ans, des petites aptitudes de pilotage, quoi. Avec ma mère à côté la plupart du temps. Donc là, tu es toujours dans le ski, parallèle, parce que tu n'as pas abandonné. Ah oui, non, là, je suis dans le ski à bloc. Mais par contre, je veux faire carrière en rallye. Je sais que je veux pas faire carrière en ski. Comment se fait la transition où tu arrives vraiment à convaincre Benjamin de rentrer dans le projet et surtout, à quel moment tu t'engages dans un premier rallye, peut-être en tant que copilote au début parce que tu n'as pas l'âge et je crois que tu as même mis ton père dans la combine, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je voulais tellement démarrer le plus tôt possible que je pouvais démarrer qu'à 16 ans en tant que copilote. Et donc, je dis à papa, je dis, écoute, mon petit poulet, moi j'ai 16 ans, je peux faire copilote. Toi, tu fais pilote, mais mon père n'avait jamais fait de course. Il aimait bien conduire vite, etc. Mais je n'avais jamais fait de course. Il n'avait jamais fait de course, quoi. Donc, on se lance tous les deux dans notre premier rallye, moi en tant que copilote, lui en tant que pilote. Et on fait 4-5 courses ensemble régionales avec cette 205 que j'avais acheté avec ma mère, quoi. Et c'est là que je dis non mais moi je veux conduire, c'est pas possible. Parce que t'es limite frustré quand tu vois ton père et complètement qu'il roule plus fort. Je suis complètement frustré, je le motive et tout, je dis allez pas aller. Et il me dit écoute, tu rouleras plus vite quand c'est toi qui conduiras. Pour l'instant, voilà, moi je veux pas t'abîmer non plus, je veux que voilà tout se passe bien. Donc voilà, ça démarre et le virus il prend comme ça et donc je motive Binge. Mais Binge, il était un peu plus à bloc dans le ski que moi. Moi, j'avais déjà fait la transition entre... Je m'étais dit, quand j'arrêterais le ski, je ferais du rallye. Mais je voulais faire du ski jusqu'à 18 ans, parce que je ne pouvais pas faire du rallye avant 18 ans. Donc, j'ai continué le ski jusqu'à 18 ans, Binge aussi. Et à 18 ans, c'est tous les deux lancés. Enfin, Binge, j'avais encore pas 18 ans, parce que lui, il est du mois d'octobre. Dans notre premier rallye, moi au volant, lui copilote. Et à la fin de la première spéciale, le virus avait pris. Et Binge, il a dit, moi, j'arrête le ski, je veux faire du rallye. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux comme ça, à démarrer le rallye. C'est à cette période-là aussi où tu fais cette fameuse blague avec la cassette? C'était juste avant. En fait, effectivement, ouais, ça c'est rigolo. Effectivement, on s'échangeait des cassettes un peu porno avec les copains. Et puis moi, sur cette cassette, j'avais écrit Rallye de Rocco dessus pour pas me faire gauler par mes parents. Et je passe cette cassette à Binge. Donc Binge, en début de la cassette, en fait, c'était un des rallyes, des résumés de rallye. Et puis on se la faisait tourner entre potes. Et puis après les parties de rallye, il y avait la partie porno. Puis c'était que les scènes coupées, tu vois, on allait vraiment à l'essentiel. À 15 ans, tu n'as pas besoin des histoires. Bon, d'ailleurs, encore maintenant, un peu les histoires, ça sert pas à grand-chose. Et donc, je donne cette cassette à Binge. Binge, un soir de Noël, il la passe avec son frère. Après le repas, il y avait sa mère, sa grand-mère, ses oncles, ses tantes. Ils étaient tous au repas. Et puis, il passe la cassette de rallye avec son frère. Et puis, ils mettent la cassette dans le magnéto, devant le salon, là où ils sont tous en train de manger. Et puis, ils s'en vont faire la bringue pour Noël. Donc là, on avait 16 ans, quoi. Et puis, la cassette, elle continue de défiler. Jusqu'au moment où le rallye, ça se termine. Et puis, il y a la partie porno qui arrive sur la télé. Donc là, il y avait la mère, la grand-mère, le père. Ils étaient tous là. Oh, punaise, ils n'arrivaient pas à éteindre le magnétoscope et tout. Binge et son frère, ils étaient plus là. Donc voilà, ça, c'est une anecdote qui était vraiment rigolote. Évidemment, quand ils ont tiré la cassette, ils ont vu marqué Rallye de Rocco. Donc, c'était forcément ma cassette. Et tu les avais piégés sciemment. C'était ta petite... Non, c'est qu'on se l'a passé comme ça. Il s'est fait avoir tout seul. Hein. Il savait pas ce qu'il y avait sur la casquette ou il avait oublié en fait? Il savait, mais quand tu vois, il l'a mise comme ça. Le début, il savait que c'était du rallye. Puis après, ils sont partis, ils l'ont pas éteinte. Mais ouais, là, c'est quand même un moment rigolo. Franchement, quand il m'a raconté le truc, c'était vraiment à se pisser dessus, quoi. Le moment de gênance qu'il a dû avoir quand il est rentré. Là, avec la grand-mère et tout. Elle devait pas savoir où se mettre. Il faudrait leur demander, mais franchement, c'était vraiment rigolo. Il m'a dit, oh là là, ma grand-mère et tout. En plus, les scènes et tout, tu vois bien, ça s'enchaîne et tout. Ils n'arrivaient pas à éteindre, ils trouvaient pas la télécommande, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Vraiment rigolo, quoi. Le soir de Noël. Donc, pour revenir au rallye, ce premier rallye, comment ça se passe? Ce premier rallye, donc, c'est l'Épine Mont du Chat. C'est notre premier, moi en tant que pilote, Benjamin en tant que copilote. Donc, lui, il a encore pas 18 ans. Moi, je viens d'avoir le permis. Je dois avoir une semaine de permis. Je crois que j'avais fait les recos en conduite accompagnée, puis j'avais fait la course avec le vrai permis en poche. C'est un petit régional qui se passait vers Chambéry. Et là, on prend vraiment, vraiment goût au truc. On s'applique. C'est sous la pluie. Alors moi, tout de suite, j'avais fait ce rallye-là avec mon père l'année d'avant sur le sec. Et je pensais que j'étais plus rapide que lui, même sous la pluie. Enfin, j'avais vraiment cette notion de compète et j'avais envie de bien faire. Et on fait une belle course. Et puis, on se fait piéger à 200 mètres de l'arrivée. On finit dans un buisson sur une plaque noire. Je connaissais même pas ce que c'était que le blacktop à l'époque et que ça glissait sous la pluie. On se fait avoir. Je me rappelle 100 mètres avant, j'y sors le cahier de notes par la porte dans une épingle, comme ça, parce qu'il y avait ma mère et tout le monde qui était là dans l'épingle. Enfin, c'était vraiment folklore, mais on était vraiment motivés par le truc. Et là, ça nous prend vraiment au trip tous les deux, quoi. Mais est-ce qu'au début, justement, cette erreur à 200 mètres avant l'arrivée,
c'est pas aussi j'ai envie de dire, le syndrome du skieur qui est toujours à fond. Et Si, complet. Complet. En fait, on n'a aucune notion d'une gestion de course ou quoi que ce soit. Le ski, tu fais ça à bloc de la première porte à la dernière porte. En fait, rater une porte en ski, c'est pas très grave. Si tu t'es engagé et que tu as pris des risques et que tu as joué, bah, ça fait partie du jeu. En rallye, rater un virage, c'est pas comment rater une porte. Quand tu pètes la caisse, machin, tu peux te faire mal. D'ailleurs, tu vois, ça fait un peu mal. on en reparlera. C'est un peu chiant. Donc, moi, je suis parti dans l'esprit ski. C'est ce qui a aussi fait que ça a très vite marché et qu'on a été très vite assez rapide. C'est qu'on a su tout de suite prendre des risques et quelquefois avec quelques erreurs, hein, bien évidemment, mais ce qui a fait un petit peu notre force de notre défaut, quoi. Ouais, il y a un engagement qui est total. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'au moment où tu refermes le volet ski compétition, t'es quand même dans les 10 meilleurs skieurs français, largement. Je pense que je suis... Ouais, dans notre année d'âge, on était à peu près, j'étais 6e français en géant au niveau des classements FIS. Donc c'était quand même bien, mais moi je voulais faire du rallye. Et T'en as fait beaucoup des FIS aussi, hein, t'as énormément de courses. On en a fait pas mal, apparemment une 60aine, je crois, donc c'est pas normal. Ouais. Donc t'as quand même, ce que je veux dire par là, c'est que t'as un formatage. Ah oui, puis surtout, je sais ce que c'est que l'entraînement, la prep physique, les sacrifices. Enfin, le haut niveau à Villard-de-Lans, c'est quand même. Tu vas pas à l'école l'hiver. Tu fais que 2 trimestres par an scolaire. Tu fais ton bac sur 4 ans. Toi, t'as mis combien de temps à avoir ton bac, justement? J'ai mis un peu plus. J'ai un peu traîné à l'école. Moi, j'étais vraiment nul. Hein. C'était une catastrophe. Bon, en gros, tu passes ton bac sur 4 ans et moi, j'ai redoublé 2 fois. Donc, ça fait 6 ans, quoi. Et on peut dire que t'as presque un bac plus 5. Ouais, voilà. Maintenant, j'ai plus qu'un doctorat en rallye, même. Mais non, mais à l'école, c'était une cata. Hein. D'ailleurs, j'étais le délégué de classe. Et donc, souvent, les profs, ils voulaient me virer parce que j'étais nul, mais j'étais bon au ski. Donc, ils étaient partagés entre le fait de me garder. Et je disais, non, mais vous vous rendez pas compte. C'est un talent. Il est très intelligent, mais il faut le laisser aller là où il a envie d'aller, quoi. Et j'ai me sauvais la mise dans les conseils de classe. Et je me rappelle, j'ai un prof qui était venu me voir qui m'avait dit, dis donc, t'as quand même un bon pote, hein, parce qu'il t'a bien défendu. Et s'il est pas là, je pense que tu passes pas. Hein. Donc, ouais, j'étais pas très bon à l'école. Et donc, ce lycée, il t'apprend la rigueur de l'entraînement. On allait à l'école que l'été, que l'intersaison, pas l'hiver. Il fallait travailler, rendre des devoirs à travers un ordinateur portable qu'on nous avait fourni. Il fallait qu'on se branche dans les hôtels sur des prises téléphone. Maintenant, ça paraît complètement barjot, mais c'était les premiers ordi portables. Ils nous envoyaient les devoirs, il fallait répondre. Moi, je répondais jamais. Enfin, je me connectais jamais. Je disais toujours qu'il y a un problème avec mon fil, avec mon câble, avec mon machin. Mais en tout cas, on a vraiment appris ce que c'était que le haut niveau, la rigueur, les contraintes, les sacrifices à faire pour pouvoir être performant. Et puis l'entraînement, ce que c'est que se tirer sur la tête, quoi. De se tirer dessus en foncier, se tirer dessus en muscu, se tirer dessus, voilà, et puis savoir se donner à 200% dans une manche, quoi. Et ça, je pense que ça nous a vraiment, vraiment formaté. Et je pense aussi que c'est pour ça que pas mal d'athlètes venant du ski sont performants en sport automobile aussi. Tu te rendais compte à ce moment-là des ponts entre le ski et le sport auto, ou pas vraiment? Non, pas vraiment. J'ai jamais vraiment fait de lien. C'est en pratiquant le sport automobile que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de passerelles. Mais au départ, je savais pas trop à quoi m'attendre, en fait. J'étais vraiment dans une découverte. Mais l'adaptation au terrain, tout ça, c'est tout des trucs, la fluidité, la notion de prise de risque, la notion de vitesse, la notion de trajectoire, la notion de pas freiner la voiture, etc. C'est des choses qui sont complètement parallèles avec le ski, mais complet. C'est pareil. Est-ce que c'est très vite après ce premier rallye que tu te rends compte qu'il faut que tu aies un système de notes? Et là, pour le coup, pour l'ancien cancre à l'école, plutôt smart comme mouvement sur le système de notes, quelque chose qui soit vraiment indépendant de et la vitesse et le rapport engagé, enfin quelque chose qui soit vraiment... Oui, on réfléchit tout de suite avec Binge à utiliser un système de notes parce que moi j'avais vraiment envie que ça marche. Je veux faire carrière dans le sport automobile et dans le rallye. Je parle même pas de circuit ou quoi que ce soit. Je veux faire carrière en rallye. Et je savais très bien qu'un système de notes allait nous servir tout au long de notre carrière. Et pour moi, je voulais qu'il me serve de mes débuts avec ma 205 GTI bleue à ma finalité en WRC. Pour moi, c'était ça. Et je voulais que mon système de notes il puisse que progresser, que je n'ai pas à changer à chaque fois que je change de voiture. Et je savais que j'allais passer d'une catégorie à une autre, à une autre, à une autre, et que j'allais tout le temps changer de voiture. Et je voulais que mon système de notes, il s'adapte à toutes les voitures. Et donc, on a réfléchi à pas mal de trucs avec Binge. On s'est retrouvé sur le parking d'Alpexpo à Grenoble à travailler un système de notes
qui s'est basé sur un angle géométrique du virage. Et cet angle géométrique, c'est celui qui nous a paru le plus juste, quel que soit le type de véhicule et les conditions rencontrées sur le terrain que l'on allait avoir, quoi. Et donc, on s'est basé là-dessus et on a travaillé un système géométrique très précis pour nous concernant nous. Et ce système, il allait s'avérer vraiment intéressant parce que j'allais plus jamais en changer jusqu'à aujourd'hui. Alors, il évolue tout le temps un petit peu, mais la base de mon système, il n'a pas évolué. C'est-à-dire que je peux reprendre aujourd'hui des notes de 2004, je suis capable de les réutiliser. Comment tu faisais concrètement pour que les gens visualisent bien la chose? T'avais des repères sur ton volant, c'est quoi? En fait, j'ai fait un système de rapporteurs sur mon volant. Mais bon, c'était un peu... ça existe... On a essayé d'inventer avec Binge, en fait. On s'est dit qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Alors, on s'est dit, tiens, en tournant le volant de cette manière-là, ma voiture, elle va là. En tournant de cette manière-là, ma voiture, elle va là. Donc, on s'est créé un petit parcours tous les deux. On avait noté des angles, comme ça, avec des repères sur mon volant, comme un rapporteur. Donc, avec le 180 degrés route plate, enfin, ligne droite, quoi. Et puis, à chaque fois qu'on fermait l'angle, le virage devenait de plus en plus réduit. Donc, j'ai imaginé ça sur mon volant. J'ai mis des repères. On a pris des notes. J'ai fermé les yeux. Il m'a redonné ces notes. Et j'ai essayé d'appliquer que en tournant mon volant, voir si j'arrivais à refaire le même parcours. Alors, en roulant doucement, hein. Mes yeux fermés pour voir si ça fonctionnait. Et ça fonctionnait nickel. Et donc, c'est là qu'on s'est dit, ce système-là, il est bien, il faut qu'on l'exploite. Et donc là, après, je commençais à affiner avec mon volant, des scotch. Un tour de volant, ça faisait tant, etc., etc. Et donc, j'ai au départ appris que en regardant mon volant, sans quasiment plus regarder mon compteur. Donc, t'es passé de branleur à l'école à inventeur même mathématique, en fait. Je sais pas si c'est inventeur, mais alors j'étais effectivement nul à l'école, mais par contre, quand j'avais envie d'un truc, je savais faire en sorte que ça marche. J'ai toujours été très motivé par ce qui me passionne, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment motivé. Et on a inventé ce système-là, et qui s'est avéré être celui de Sébastien Loeb. Mais Sébastien Loeb, à l'époque, n'était pas connu quand moi j'ai démarré le rallye. Donc on n'a pas pu s'inspirer vraiment de lui, mais il s'est avéré que Seb a utilisé plus ou moins le même système. Alors il faudrait que j'en discute avec lui aujourd'hui, mais c'est très proche en termes d'angle, pas tout à fait identique, mais très proche en termes d'angle. Et après, je l'ai fait évoluer, ce système-là, en lui demandant conseil sur certains trucs qui me posaient problème. Par exemple, comme des longs virages qui ferment. Par exemple, moi, je notais gauche 130 long, ferme 100. Et je savais pas trop combien de temps il durait, mon virage, tu vois, et dire 130 long, ferme à 80 mètres, 100, pour moi, c'était vachement long. Et j'avais appelé Seb, je dis, putain, je suis emmerdé, ça Alors ça, c'était plus tard, hein, c'était quand j'étais en équipe de France. Mais Seb m'a dit, moi, je mets la distance à la fin de ma première note. Donc, par exemple, il mettait gauche 138, ferme 100. Ça voulait dire gauche 130, ferme à 80 mètres, 100. Ça, c'est tout que je lui piquais à lui. Et c'est tout des petites annotations qui m'ont fait gagner du temps en prenant exemple sur Seb. Mais la base de mon système de notes, avec Binge, on l'a vraiment fait tout seul. Tu parlais tout à l'heure de Christophe, qui a été un peu la personne qui a déclenché un peu tout au niveau rallye. Hein, ouais, 100%. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'il rachète l'entreprise de tes parents. Il était employé et il rachète l'entreprise, donc l'ambulance. Ouais. Il rachète les taxis, Christophe. Ouais. La partie taxi. La partie taxi ambulance. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il s'implique encore plus dans le développement de ta jeune carrière? Christophe, il a toujours été hyper moteur. Il a toujours cru en nous énormément, des fois même plus que nous. C'était une petite pépite, quoi. Ouais. Et Christophe, il m'a dit un jour, putain, il faut que tu fasses une formule de promotion. Tu peux pas rester dans cette voiture-là, parce que lui, il connaissait un peu C'était un amateur, mais vraiment très passionné, et il savait un petit peu quels étaient les rouages de l'accessibilité au haut niveau, quoi. Tu veux dire qu'il t'a fait gagner du temps sur la vision des meilleurs choix à faire pour aller plus vite possible. Pour faire carrière, tu vois. Et il m'a tout de suite dit, faut pas que tu restes en régional, il faut pas que tu restes avec ta voiture merdique. Il faut que tu fasses une formule de promotion. Et avant ça, on avait déjà, après la 205, on était déjà passé dans une catégorie qui était N1. Chez nous, dans la région, le N1, c'était une petite 106. C'était une catégorie assez relevée où il y avait beaucoup de pilotes rapides. Donc on avait déjà fait ce pas-là, mais il fallait qu'on fasse une formule de promo pour vraiment se montrer à l'échelle nationale, quoi. Et il a dit, moi je vous aide, je vous finance vos premières courses donc avec la société qu'il avait rachetée à mon père de taxi. Il nous a aidés en nous faisant rencontrer l'équipe de Nadine et Christian Auriol Compétition, qui n'est d'autre que la sœur de Didier Auriol. Et on est parti. Un petit pilote de rallye sans prétention. C'est un truc de fou. Et en fait, eux, avec Laurent, Pascal, ils avaient loué une 205 à l'époque chez cette équipe-là. C'est pour ça qu'ils les connaissaient. Et il avait appelé Nadine, il a dit, faut que tu les rencontres. Alors Nadine et Christian ne savaient pas trop, mais ils ont bien voulu nous rencontrer.
Et on part avec Binge, Christophe et moi, tous les trois, à Rodez, chez Oriol Compétition. Et je me rappelle quand on arrive chez Oriol Compétition, à 200 mètres d'arrivée à l'atelier, ou 100 mètres même pas, moi je loupe le stop. Mais je loupe le stop, je passe à 90 sur un stop et je tire une grande trace de fin avec un énorme bruit. On arrivait chez Oriol Compétition, tu vois, ça faisait vraiment les Mickey qui arrivaient, qui voulaient tirer le frein à main et tout, alors qu'en fait pas du tout. Donc Oriol il sort, il dit putain c'est qui ceux-là qui arrivent et tout, c'est Mickey. En fait c'est juste que j'ai loupé le stop et que et je me rappelle la tête de Christophe qui dit oh bah dis donc qui est arrivé, c'est magnifique, ils vont nous prendre pour des fous et tout. Donc voilà, on rentre dans le parking, un peu Nadine et Christian, un peu on sait qui ceux-là. Et puis on fait connaissance avec eux et c'est là qu'on loue notre première Saxo dans le cadre du challenge Citroën. Et Christophe nous aide à financer cette première course. Donc je dis pour les auditeurs, l'intérêt d'une formule de promotion, c'est que vous roulez tous à armes égales avec les mêmes autos. Voilà, en fait c'était la seule façon de se dire bah on est tous identiques parce que quand t'as une 205, que l'autre il a une Clio, quand t'as une 106, que l'autre il a une AX, en fait c'est toujours un peu merdique le sport auto, tu peux toujours te cacher derrière une excuse bidon qui n'est pas la tienne, mais qui est celle de ton matériel. Et là, nous, avec ça, on savait qu'on était à armes égales avec les autres. Donc, on voulait vraiment se confronter aux meilleurs pilotes français du moment, quoi. C'était en 2002, à cette époque-là. Et donc, Nadine et Christian avaient ce Saxo. Ils avaient une école de formation de mécaniciens qui s'appelait Oriol Compétition. Et on a intégré cette structure-là. Et on a fait notre première course en Saxo Challenge, aidé par Christophe, poussé par Christophe. Et c'est à ce moment-là aussi, un peu plus tard dans cette saison, que ton grand-père a cette espèce de révélation pendant que tu dors qu'il faut t'aider, c'est ça? Ouais. En fait, c'est quoi le contexte? Ton grand-père, c'est rigolo. En fait, le grand-père du côté de ma mère, j'étais tout le temps à la Grande Motte chez lui. Et quand on fait le rallye des Cévennes en 2001, je crois, 2001, on avait une petite 106 rallye N1. Et je pars, donc eux, ils sont à la Grande Motte. Et donc, je fais mon rallye des Cévennes. Je crois qu'on gagne la première spéciale et la deuxième. Et on abandonne dans la 3, boîte cassée. Et donc, mon grand-père, je me rappelle, on retourne dormir chez mes grands-parents à la Grande Motte. Et puis, mon grand-père, il se lève pisser dans la nuit. Je le vois, parce que ma porte, c'est ma porte de ma chambre quand on était enfant. Hein, c'était la même, elle reste ouverte. Il s'en va pisser, il revient. Moi, je dormais pas, mais bon, je faisais un peu semblant de dormir. Comme un petit enfant, tu vois, il s'approche de moi. Il me regarde. Mais il me dit rien. Puis moi, je faisais semblant de dormir, donc je lui dis rien. Il retourne se coucher avec ma grand-mère. Et le lendemain, ma grand-mère, elle me dit tiens, il y a ton grand-père qui s'est levé cette nuit. Il t'a entendu parler et t'as dit que tu voulais faire du rallye et papy, il a dit qu'il fallait qu'on t'aide. Et ça, tu vois, ça m'émeut vachement parce que c'était pas vrai. En fait, c'est juste que mon grand-père, il avait vraiment... Enfin, il croyait vraiment en nous. Ça m'émeut un peu, mais bon, c'est un truc de fou parce il croyait vraiment en nous. Et depuis que je suis tout petit, en fait, mon grand-père, il me disait, quoi que tu fasses, il faut toujours que tu sois le premier. Il faut toujours que tu sois le premier. Il m'a emmené à la piscine pour apprendre à nager. Il voulait que je nage le premier. Enfin, c'était vraiment toujours ça. Et c'est lui qui a un petit peu déclenché pour nous aider dans ce challenge Saxo-là. Et donc voilà, ma grand-mère a cru en mon grand-père. Elle sait toujours pas que mon grand-père a menti ce jour-là. Moi, je le sais pertinemment, mais je l'ai jamais dit. Donc là, elle va peut-être l'apprendre. Elle va l'apprendre, je pense. Incroyable. Ça fait un peu bizarre. Et donc voilà, c'était... Enfin, connaissant mon grand-père avec la gentillesse qu'il avait et tout, faire ça, franchement, c'était vraiment énorme, quoi. Et donc, ils m'ont lancé là-dedans. Et c'est eux qui m'ont lancé avec Christophe dans cette formule de promo-là. Donc, c'était vraiment fais quelque chose qui te plaît, mais par contre, si tu le fais, fais-le à fond et fais tout pour mon être... Mon grand-père, il croyait à bloc en moi. Et, toujours, mais toute ma famille, hein. Mais j'ai l'impression que mon grand-père encore plus que les autres. Et il a vraiment voulu qu'on se lance dans un truc comme ça qui nous plaisait. Et il avait toujours dit à ma grand-mère, tu verras, ça va marcher, ça sera un très bon, etc. Mais il y connaissait rien en sport automobile, mon grand-père, rien du tout. Il était grutier à Paris, espagnol au régime de Franco qu'il avait fui à 8-10 ans tout seul avec son baluchon. Tu vois, c'était vraiment... Après, il a fini taxi à Paris, puis après, bah, il a rencontré ma grand-mère, puis bon, bref, après, on est sorti par là, quoi, tu vois. Tu penses que c'est lui qui est aussi un peu, d'une certaine manière, à l'origine de ton esprit de compétition et qui l'a favorisé? 100%. Alors ça, c'est vraiment de ce côté-là et côté ma grand-mère paternelle aussi avait beaucoup cet esprit de compète là avec le ski et mon grand-père maternel, pardon, c'était à bloc dans la compète. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils en ont pas fait ni les uns ni les autres,
Mais ils avaient vraiment cet esprit compète-là, et c'est ce qui m'est resté vraiment de la compète, quoi. Donc avec ce petit mensonge, tes grands-parents t'aident, ils t'achètent une auto pour la Voilà, en promotion. fait, avec mes grands-parents, ma mère, Christophe, tout le monde se met un peu la main à la pâte, tout le monde s'investit dans notre truc, et ils achètent cette Saxo de Real Competition. C'est quoi comme budget? Je me rends pas compte à l'époque, une auto de... Je vais dire la vérité, c'est un peu bizarre, mais je vais même pas trop savoir te répondre. Ok. C'était pas énorme, mais c'était pour une famille normale, on va dire, c'était déjà un sacrifice, quoi. Ouais. Tu vois, la 205, c'était un loisir, là, c'était vraiment déjà un sacrifice. Et donc, on se lance là-dedans en disant, faut que ça marche. Et là, on gagne le junior, donc le moins de 25 ans. Donc j'avais 19 ans. Avec Benjamin, on n'y connaissait rien. On gagne le junior dès la première année. Et on se retrouve un truc de fou. Hein. Il y a Didier Auriol qui s'investit à bloc avec sa sœur dans la structure, qui nous aide, qui aide aussi à financer les courses quand c'est un petit peu dur, etc. Et dès la deuxième année de compétition, donc notre première année complète, on gagne le junior. Et on se retrouve avec un volant officiel proposé par Citroën à 19 ans. Donc comment ça se passe ça? Parce que je crois que quand tu gagnes la promotion, tu gagnes une C5, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, le lot... La voiture dont t'as pas du tout envie à 19 ans. à 19 ans, 20 ans, t'as pas du tout d'envie d'une C5. Hein. Donc le lot, c'était ça pour le vainqueur du junior. Et moi, je me rappelle, avec Binge, Christophe nous avait envoyé dans une équipe qui s'appelait Barroso à l'époque. Il nous avait dit, va voir, ils ont des Super 1600, tu vas pas rester en formule de promotion, t'as prouvé ce que tu as prouvé. Il faut faire autre chose, va voir cette équipe-là, à Montpellier. Donc on part avec Binge à ce moment-là. On va chez Barroso. Barroso nous fait visiter. Barroso, c'était un personnage un peu particulier. Il avait une main coupée. C'était vraiment c'était un énervé du sport auto. T'en entendais parler, tu vois. C'était un peu Il nous fait visiter l'atelier. Il dit, moi, je suis le meilleur. Moi, je suis le meilleur. Nous, on se dit, oui, bah, nous, peut-être qu'on est les meilleurs aussi. Mais pour l'instant, on n'avait pas parlé d'argent et on savait qu'on n'avait pas de rang, en fait. Donc, on voulais juste qu'il nous fasse rouler. On s'installe à son bureau et mon téléphone sonne au moment où je m'assois. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je laisse Binge dans le bureau avec Barroso. Je dis, bah, je sais pas qui c'était. Et je prends l'appareil. Je réponds. Et on me dit, oui, bonjour, c'est Guy Fréclin. Je dis, punaise, c'est Guy Fréclin. Je dis, oui, est-ce que vous pouvez monter sur Paris? Et je dis, bah, bien sûr. Vous pouvez monter cet après-midi? Je dis, bah, allez, ça marche, on arrive. Qu'à ce moment-là, pour rappel, parce qu'on a fait un épisode avec Guy Fréclin aussi, c'est le patron de Citroën à cette époque-là. C'est le patron de Citroën Sport, à l'époque-là. Donc, je rentre dans le bureau avec Barroso, avec Binge, je dis, Binge, faut qu'on parte. Barroso, Jo, il était comme un con, tu vois, il dit, mais... Je dis à Jo, bah, désolé, je te rappelle, on peut pas rester. Et donc, Jo, il me dit, mais dites-moi ce qui se passe. Et moi, je voulais rien dire parce que je savais pas trop, tu vois. Puis d'ailleurs, Guy m'avait rien proposé encore. Donc, Il a juste dit, venez à Paris, quoi. voilà. Il m'a dit, vous pouvez monter aujourd'hui à Paris? Et moi, je dis, bah oui, tout de suite. Et donc, on prend un train avec Binge. Je dis à Jo, bah, on reviendra. Et Jo, il nous a jamais revus. Mais bon, il a compris pourquoi, du coup, un peu plus tard. Et on monte avec Binge là-haut. Et on se retrouve chez Citroën Sport. Comme deux puceaux, tu vois bien, en boîte de nuit avec des adultes, quoi. C'était vraiment... T'es déjà allé à Paris à ce moment-là ou... J'avais dû déjà y aller, mais alors je me souviens avec Binge, franchement, on était vraiment des montagnards purs. Hein. La première fois qu'on monte à Paris avec Binge, on va pour prendre un ticket de métro. Et donc la machine toute pleine de chewing-gum et tout, impossible de lire le ticket qu'on voulait prendre. Parce qu'en fait, à Paris, on pouvait pas louer de voiture. Citroën voulait nous louer une voiture, mais on n'avait pas pu prendre la voiture parce qu'on avait moins de 20 ans. Et à moins de 20 ans ou moins de 21 ans, je sais plus, t'as pas le droit de louer de voiture. Et donc je rappelle Guy, je dis bah Guy, si chez Citroën c'était pas Guy, c'était je sais plus qui c'est qu'on avait au téléphone. Il dit bah on peut pas venir en voiture de loc. Ah bon bah prenez le métro puis après vous prendrez le taxi. Donc bah pour prendre le métro, cette machine illisible, nous on connaissait pas du tout la vie parisienne. Un mec en costume qui me semblait être de la RATP me prend mon billet pour me dire je vais vous aider, effectivement la machine ne marche pas et tout. Nous on était avec notre valise et tout. Le mec il prend mon billet ou ma pièce et il se barre en courant avec mon billet et ma pièce. Moi j'étais là avec Binge, je dis mais pas possible putain. Bienvenue à Paris quoi, nous on découvre les naïfs complets. Donc en fait on s'est fait niquer notre billet de métro, enfin notre pièce quoi. Et bref on arrive à Citroën, c'était Citroën Sport à l'époque. Et voilà, c'est là qu'on rencontre pour la première fois Guy et l'environnement de Citroën quoi. Donc vous rencontrez le Grizzly, puisque c'est son surnom. Ouais, qu'on connaît pas trop, hein, qui est juste impressionnant. Comment ça se passe? Parce que j'imagine justement deux jeunes en face de Guy Fréclin qui peut être quand même, comme tu dis, un peu impressionnant. Ça se passe comment? Non mais Guy, il est super impressionnant. Puis nous, on est tout jeunes.
Nous, on est vraiment tout jeune, on vit chez nos parents. Et donc Guy nous dit, bah voilà, ce qu'on vous propose, on garde la C5 et on vous propose un programme en C2 Super 1600 l'année prochaine sur les 8 courses championnat de France, avec Patrick Henry, qui avait à l'époque gagné Lui, il avait gagné le challenge Saxo au général. Nous, on avait terminé 3e du général, 1er junior. Et nous, on dit, bah ouais, trop bien. C'était exactement ce qu'on voulait. Et quand on est arrivé dans le bureau de Guy Fréclin, sur le bureau, devant lui, il y avait une lettre que je n'avais jamais su qu'elle avait été faite, et je l'ai apprise à ce moment-là, de Christophe Millot, qui avait écrit à Guy de nous rencontrer et de nous donner notre chance. Et donc Guy me montre, et il me dit, ça te parle cette personne? Et là, je comprends que c'est Christophe, et je dis, bah oui, carrément, ça me parle, je connais, quoi. Et il me dit, bah on va écouter ses conseils, quoi. Et donc, avec une simple lettre de Guy, notre résultat dans le challenge Saxo, on s'est retrouvé officiel en C2 Super 16. Donc là, tu deviens pilote professionnel, on peut dire. Ouais. Avec un salaire, une voiture de fonction, comment ça se passe? Voilà. En fait, on a notre voiture de fonction, Benji et moi, parce que on pouvait pas louer de caisse à cette époque-là, on était trop jeunes, donc ils ont dit, bon, on va vous filer une voiture. Donc on avait chacun notre voiture. Guy nous demande à la fin du rendez-vous, il dit, bah, quelles sont vos... Une question très complexe pour nous parce qu'on la connaissait pas. Quelles sont vos prestations salariales? Et nous, on n'avait même pas compris la question. Prétention. Tu vois, je le connais toujours pas. Prétention salariale. Moi, je comprends pas la question. Et donc, je reste un peu comme si on m'avait parlé anglais. Et puis, il y avait, je crois que c'était Chatriot à l'époque qui était là, François Chatriot, qui était Guy, qui s'occupait des programmes compétition client. Et qui dit, mais non, mais vous comprenez pas, mais combien vous voulez gagner? Il nous dit, mais nous, on veut pas gagner de sous, on veut juste courir. Et on veut gagner des courses et on veut courir. Et donc, on dit, bah non, mais nous, on veut rien. Et puis, on s'en va en disant qu'on veut rien, en fait. Moi, je pars et je ferme la porte, je dis, bah non, je veux rien. Et puis on part de notre voiture de fonction, chacun notre voiture avec Binge. Et puis, dès notre premier retour avec la voiture de fonction, Binge, il s'endort sur l'autoroute. Bon, mais il s'explose dans la barrière de l'autoroute. Putain, je dis, voilà, c'est bien parti, là, les deux jeunes puceaux, là, qui arrivent chez Citroën Racing, on leur a déjà plié une caisse de service. Et puis voilà, c'était notre lancement dans le professionnalisme en fait. Comment ça se passe ces premières années, on va dire, dans le monde professionnel? C'est très difficile parce qu'on s'est rendu la tâche difficile. On nous a aussi un petit peu rendu la tâche difficile par le fait qu'on nous a pas beaucoup accompagnés et on s'est retrouvés tous les deux très seuls en ayant atteint quasiment l'objectif qu'on s'était donné l'année d'avant en fait. Donc ça a été très rapide. On s'est retrouvé avec un programme officiel sans avoir d'expérience en rallye, quasiment simplement 2 petites années. Très peu de courses à notre actif. Si j'avais fait 10 courses avant d'être officiel, c'était le grand max. Et j'avais vraiment 0 recul sur ce qu'on était en train de vivre. Et j'avais juste envie que ça marche pour montrer que ce qu'on nous avait offert et proposé, c'était à la hauteur de ce qu'on était capable de faire. Et t'as beaucoup de pression peut-être à ce moment-là. Énormément de pression. Énormément de pression que je me suis mis tout seul, qu'on s'est mis avec Binge tous les deux, et qu'on n'a pas su très bien gérer, avec une voiture qui était dure à conduire, pas très très bien développée la première année. Et on a clairement fait une saison très performante, mais avec 0 résultat. C'est-à-dire qu'on a été très rapide, mais beaucoup trop d'abandon. Je crois qu'on doit faire un podium au VAR seulement derrière Jean-Jo. On doit faire 2e au VAR derrière Jean-Jo. C'est le seul résultat concret qu'on a. Sinon, on a beaucoup de temps scratch, mais 0 résultat. C'est-à-dire toujours une merde, une crevaison, une sortie de route. Tu veux dire dû à des excès d'optimisme à chaque fois ou parce que c'est soit le matériel, soit... Non, beaucoup d'excès d'optimisme par rapport à l'expérience qu'on avait et la qualité du matériel qu'on avait. La caisse, elle était vraiment merdique. Et moi, je roulais toujours au-delà des capacités de la voiture et des miennes. Donc, simplement pour dire, bah nous, ça va marcher, on est bon, vous avez raison de nous faire confiance. Et là, on se met un peu les pieds dans le tapis. Et donc, l'année d'après, ils essayent quand même de reconduire avec Citroën. Ils ont du mal. Et c'est là que, de nouveau, Christophe, Didier Auriol, notamment, retrouvent un petit peu des moyens pour continuer de nous faire rouler en Super 1600. C'est sur cette saison-là qu'il t'arrive un truc un petit peu pas cool avec un mécano. Voilà, c'est cette année-là, l'année suivante, donc c'est 2005. Ouais. 2005, quand on se retrouve chez la compétition de nouveau, donc l'équipe qu'on avait quittée l'année d'avant pour faire notre programme officiel, on reste globalement avec la même voiture, mais une équipe qu'on retrouve avec des stagiaires en fait. Donc avec un team privé pour le coup. Un team privé, Auriol Compétition. Donc Didier s'investit à bloc dans le truc, sa sœur, Christian,
tout le monde se met à bloc dans le truc et ils nous font rouler en Super 1600 dans les mêmes conditions que ce qu'on a eu l'année d'avant, mais avec cette équipe de formation. Et un jour au Charbot, il y a une galère pendant un changement de pompe à essence. Je sais pas ce qui se passe, la bagnole prend feu. Et j'ai un mécano qui est dessous, un stagiaire, qui prend feu, qui est plein d'essence, qui prend feu pareil. Et moi, je me rappelle, j'étais en train de discuter avec Didier sous la tente. J'entends l'action, j'entends gueuler. Je me retourne, je vois le mécano qui brûle, qui commence à courir autour de la voiture qui brûle. Moi, je saute dans la bagnole un peu en flamme. Je prends l'extincteur de la bagnole. J'éteins le mécano avec l'extincteur à poudre. Enfin, le truc qui n'était pas du tout adapté au mécano. Mais bon, on avait que ça sous la main. Puis j'ai pas réfléchi sur le coup. Jette l'extincteur, je m'approche du gars, et il y a Samuel Barraud qui me dit la voiture elle brûle. Moi j'avais complètement zappé que la voiture était en train de brûler. Donc je retourne, je reprends l'extincteur, j'éteins la voiture. Et là le mécano, la chance qu'on a eue, c'est que l'assistance a été basée dans une caserne de pompiers. Donc un truc de fou, pas meilleur endroit pour que ça arrive, même si ça doit jamais arriver. Et donc tout de suite il est pris en charge dans la minute qui suit par les pompiers, transféré au centre des Grands Brûlés de Lyon, donc au meilleur endroit possible, en tout cas en rallye, parce que si t'es dans le fin fond des Cévennes, c'est pas la même. Là, on est à côté du centre des Grands Brûlés de Lyon. Et il part se faire greffer la peau, le visage. Et donc, nous, évidemment, moi, j'ai pas voulu reprendre la course. La voiture avait pas grand-chose. Elle avait un peu brûlé, mais on aurait pu reprendre. Mais moi, je m'en sentais pas humainement capable. Donc, on arrête la course au Charbot à ce moment-là. Et on part à l'hôpital voir le mécano qui finalement allait bien. La greffe avait bien prise, etc. Et c'était une aventure dure à encaisser. Je me rappelle à ce moment-là avoir voulu arrêter en me disant moi je fais pas ça pour faire prendre des risques aux autres. Je veux bien accepter de prendre les risques moi, mais j'avais pas du tout envie de faire prendre des risques aux autres. Et j'ai eu l'impression que les mécanos en fait ils s'exposaient autant que moi à la course. Et je me rappelle j'ai eu un moment un peu difficile à cette période-là. Là. C'est la première fois où tu prends conscience justement que tu as tout cet écosystème, toutes ces personnes qui finalement sont dans le même bateau que toi, même s'ils n'ont pas la même fonction. Oui et non, mais ce qui me plaît et ce qui m'a toujours plu en rallye et qui m'a toujours un peu pas peiné mais qui m'a manqué en ski, on va dire, c'est que le ski c'est vraiment un sport très individuel. T'es vraiment tout seul et moi j'avais envie de faire un sport d'équipe et c'est pour ça que j'aimais bien le foot aussi, j'aimais bien le hockey sur glace parce qu'il y avait cette notion d'équipe qu'en rallye qu'en ski tu n'as pas du tout. Tu t'entraînes à plusieurs, mais tu cours quand même toujours contre tes adversaires. Et là, d'être en binôme plus une équipe derrière, c'est vraiment un truc qui me plaisait. Donc, je savais l'engagement que je prenais avec moi à mes côtés, mais j'avais moins la notion de l'engagement que pouvaient prendre les mécaniciens avec moi dans la bagnole, tu vois. Et là, j'en ai vraiment pris conscience et j'ai dit, je veux pas ça. Je veux pas investir tout le monde dans une prise de risque que je prends moi. Il l'accepte, c'est mon pote. Le mécano, franchement, c'est leur boulot. Je suis pas sûr que... Tu vois, j'ai eu un peu... C'est une connerie, hein, parce qu'en fin de compte, tout le monde accepte les mêmes risques. Et ce risque-là, autant, bon, bah voilà, il peut y avoir une chandelle qui pète. Enfin, il y a plein de risques. Un mécano, il peut se faire mal, en fait, autant que nous. Ça, maintenant, on en est conscient. On a pris un peu de recul sur la situation, mais ça nous a fait vraiment prendre conscience que c'était dangereux pour tout le monde, quoi. Donc là, cette saison avec Royal Competition se passe plutôt bien malgré cet incident. Et aussi, je crois que tu as une sortie de route au Rallye du Mont-Blanc. Ouais, on se met, ça se termine là. En fait, on fait un rallye du Mont-Blanc de folie. On est, je crois, en tête du rallye devant toutes les WRC. Donc, il y avait Binguet, Bernardi, toutes les Super 16, on est en tête avec la C2. Donc, c'est sous la pluie en plus. Donc, avec une 2 roues motrices face aux 4 roues. On fait vraiment un rallye de folie. Et on sort avec Binge dans la dernière spéciale du rallye du Mont-Blanc. Et ça a conditionné la suite. Donc là, la saison, malheureusement, elle s'arrête. On n'a plus de budget pour continuer. Et notre saison, elle s'arrête septembre 2005. Donc là, on se retrouve à poil. Comment tu arrives à rebondir justement après cette période ? Bah, on a toujours l'équipe Royal Competition qui est derrière nous, toujours très motivé à nous faire rouler. Ils nous proposent de continuer à nous aider ponctuellement. 2006, qu'est-ce qu'on fait en 2006, 2005, 2006 C'est pas la période d'équipe de France. Ouais, c'est ça. En fait, on se retrouve en équipe de France à ce moment-là. 2006-2007, exact. Bien vu. Et donc l'équipe de France nous récupère. On fait quelques piges à l'international avec l'équipe de France sur quelques manches du junior WRC. Et là, on fait une super saison. C'est-à-dire qu'on gagne 4 manches dans la catégorie et on crève, je crois, en Corse et on finit 3e. Donc là, on fait une très bonne saison. Et ils nous reconduisent en 2007 et en parallèle, on se met, avec Royal Competition toujours, à faire une formule de promotion qui est créée par Suzuki
Et on se dit, on veut réatteindre le haut niveau. On va refaire une formule de promotion comme on avait fait avec Citroën. Et là, on rencontre un partenaire de Savoie qui est Patrick Favret, qui nous aide à lancer cette formule de promotion Suzuki qui était faite par Suzuki France avec un Jean-Philippe Sabatier, je me rappelle, qui était ultra motivé par le truc. C'était juste une formule parfaite, pas chère du tout. Vraiment pas chère, avec des pneus de série, tout d'origine, une voiture d'origine, juste des arceaux. Et là, on part sur 2 saisons avec ça. Donc, on alternait. Didier nous avait mis à dispo sa Skoda Octavia WRC, qu'il avait récupéré de ses programmes Skoda. Donc, on faisait du championnat de France Terre avec la plus grosse voiture du plateau, et on faisait du championnat de France Asphalte avec la plus petite voiture du plateau. Et on alternait entre la Suzuki et la Skoda. Et c'est là qu'on gagne notre première course en championnat de France Terre, au général, avec la Skoda. Et en parallèle, on fait quelques piges avec l'équipe de France, avec des super saisons. Donc, on a eu une super saison en 2006. On ne gagne pas la formule de promo. Non, 2007, pardon. On ne gagne pas la formule de promo. On l'a gagnée en 2008 chez Suzuki pour avoir un volant en junior WRC avec Suzuki France. Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression que tu as eu cette période où tu as eu un petit salaire avec Citroën. Là, c'est moins le cas. C'est plus le cas, là. Ouais. T'es à nouveau moniteur de ski. Je suis de nouveau. En fait, moniteur, avec Binge, on a tous les deux passé notre monitorat de ski. Parce que quand tu viens du haut niveau, tu as déjà des facilités pour atteindre ton diplôme, pour obtenir ton diplôme. Et puis surtout, c'est un boulot qui est super bien parce que tu travailles quand tu as envie. Il y a toujours du taf, grosso modo. Il y a toujours des clients pour prendre des cours. L'hiver, il est peu actif en termes de sport automobile. Donc, nous, on est dispo pour bosser. On vit chez nos parents. T'étais un peu le Tanguy à cette époque-là. Ah complet. Complet, hein. Non, complètement. Hein. T'avais quoi, 25, 26 ans au final? Ouais, c'est ça. J'avais 23. C'était 24, 25, ouais, c'est ça. Donc, non, c'était pratique. Donc, on est moniteur ski l'hiver, on fait nos rallyes, et ça se passe bien pour nous, hein, pas de soucis à ce niveau-là, quoi. Donc là, en 2008, vous gagnez la formule de promotion Suzuki. Ouais. Ça relance complètement la machine. Parce que Complet. c'est toujours le but d'avoir un volant officiel, quoi. Deuxième chance en volant officiel, sauf cette fois en championnat du monde. Donc en plus, on passe un cap. C'est-à-dire que on réobtient un petit peu l'objectif qu'on s'était donné de réintégrer un constructeur. Et là, je me dis, on va essayer de se servir de la saison 2004 par faire les mêmes erreurs. Et on fait une très bonne saison avec un petit budget, mais quelques petites erreurs aussi, qui nous coûtent quelques beaux résultats mécaniques et pilotage. Donc on a quelques très bonnes piges, mais jamais concrétisées comme en 2004. On se retrouve avec la même situation, un peu moins de notre faute, mais quand même une saison encore où on n'arrive pas à concrétiser vraiment des beaux résultats. Et ça se termine par un rallye du Portugal où on est plutôt très perfo. On devait être en tête ou deuxième du junior. Et je me rappelle, c'était au départ d'une spéciale, l'ES prend du retard. Ils envoient les hélicos parce qu'il y a des photographes mal placés dans une spéciale. Donc nous, on est arrêtés, on est tous là et tout. Ils font évacuer les photographes avec les hélicos. Les photographes se barrent, la spéciale est lancée. Nous, on arrive au départ, on part. Et à un moment, je loupe un freinage, je me loupe, je vais droit dans un champ. Mais vraiment sans conséquence. Et là, putain, dans les hautes herbes, je vois qu'on tape un spectateur dans le pare-brise. Paf. Et je dis, putain, on a tapé un. Et je revois cette image du photographe en fait qui saute dans le pare-brise. On n'allait pas très vite, mais on me prend quand même dans le pare-brise, quoi. Et là, tout de suite, on sort de la caisse. J'y déclenche la balise GPS. C'était pas le SAS à l'époque, mais ça marchait à peu près pareil. Et là, je vois le gars assis par terre avec une plaie à la jambe. Bon, je vois qu'il est pas trop mal, mais il a quand même. Et ça me choque vraiment. Ça, je me dis, putain, j'ai failli tuer un gars. Tu vois, ça me brasse vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je veux pas repartir non plus. Comme un petit peu quand on. T'as des réminiscences de... Ouais, ça me brasse quand même. Ça, c'est le genre de truc qui marque quand même. Alors, il est pas mort, mais c'est quand même très traumatisant. Franchement, ça m'a. Et là, ça m'a vraiment dit, putain, c'est quand même impactant pour les autres, plus que pour nous, presque, tu vois. On a blessé quelqu'un, c'est quand même grave. Donc, je suis tout de suite parti à l'hôpital avec lui. Il avait pas grand chose, le gars, je crois qu'il s'était cassé la clavicule. Et il avait une plaie à la jambe qu'on voyait, tu vois, une petite. Il a eu quelques points et ça a été, quoi. Ouais, mais d'un côté, je comprends totalement ta culpabilité, mais d'un autre, entre guillemets, t'as rien fait de mal. Mais c'est ce que m'a dit la FIA tout de suite. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à pas être là, on l'avait déjà dégagé avec la sécurité, l'hélico de la sécurité. Mais toi, quand tu l'as dans le pare-brise et que tu revois cette image-là et que je revois encore aujourd'hui, hein, ça brasse, quoi. Tu vois, t'as même pas envie d'entendre. On s'en fout, c'est. Ouais, bien sûr. Tu vois, ouais, bien sûr. en fait, t'as juste envie que le gars il aille bien et que ce soit pas arrivé, en fait.
Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup brassé. Et là, j'ai dit j'arrête. Donc là, tu te dis à ce moment-là, j'arrête, finis ce rêve de devenir pilote pro. Ouais. On repart sur les skis. Pour moi, on avait quand même eu beaucoup d'opportunités d'y arriver. On avait atteint l'objectif qu'on s'était donné sans pouvoir le concrétiser, mais ces éléments-là, ça m'avait vraiment calmé et on a dit on arrête. Donc il est retourné à son métier de moniteur de ski comme moi. Il est parti en entreprise de paysagiste avec son père. Et moi, je me suis retrouvé entraîneur du ski club des Deux-Alpes. Parce que je voulais rester dans la compète. Moi, la compète, c'est un truc qui me plaît. Et je me suis dit, j'avais un coach quand j'étais jeune qui était Nico Fournier, qui était juste excellent. J'ai adoré la compète et j'ai adoré le ski grâce à cet entraîneur-là. Et j'ai voulu retransmettre un petit peu ce que j'avais vécu, ce qui m'avait plu dans le ski et cette ambiance du ski et de la compète et le dépassement de soi, etc. Donc, j'ai intégré le ski club avec les jeunes. Et j'ai fait 2010, 11 jusqu'à 2015. Donc là, en fait, j'ai fait 6 ans de club. Tu fais 5-6 ans où tu n'entends plus parler du tout du sport auto. Tu n'es plus du tout dans un baquet, même le week-end, quoi que ce soit. Tu coupes complètement. C'est ridicule. Complet. Là, je coupe complet et je regarde même plus ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je suis intéressé par ce qui me plaît sur le moment et ce que je fais. Mais par contre, si je décide d'arrêter de changer, je zappe complet. Et d'ailleurs, je connais rien en sport auto. Mais rien, je suis une catastrophe. Je connais mon truc, je connais le rallye, mais je connais pas le circuit, je connais rien en fait. Pour dire, Benoît Tréluyer, quand il s'est installé aux Deux-Alpes, tout le monde me dit, il y a Benoît Tréluyer qui s'est installé aux Deux-Alpes, etc. Mais moi, je savais même pas qui c'était. Je savais même pas qui c'était. Il a gagné le Mans. Ah ouais, il a gagné le Mans, mais en fait, moi, j'y connais rien. Tu voyais à peu près où c'était le Mans sur une carte? Je voyais où il avait acheté aux Alpes, mais c'est tout, parce que je sais même pas où c'était le Mans sur une carte. Non, franchement, j'y connais rien. Et quand j'ai passé mon BPGEPS, sport auto, il y avait des questions culture générale du sport automobile. Et franchement, j'étais dans une équipe où ils ont posé des questions qui paraissaient être évidentes, mais des trucs super que tout le monde est censé connaître. Et moi, j'y connaissais rien. Pour moi, c'était des trucs que j'entendais pour la première fois. Et les gars, ils m'ont dit, mais t'y connais rien. Je dis, mais non, j'y connais rien. Il y a rien du tout. Et les gens ont du mal à imaginer que je puisse y connaître aussi rien. Mais Benoît, c'est très bien de quoi je parle. Ça veut dire qu'en gros, quand t'es devenu pote avec Ben Tréluyer quand il s'est installé aux Deux-Alpes, tu te rendais même pas compte de l'ampleur de ce que c'était ces victoires au non, mais pas du tout. Et puis en plus, tout le monde disait... Ça a dû le faire marrer en vrai. Tout le monde me disait, il faut que tu le rencontres, Moi, je me disais, il faudra que je le rencontre. Mais j'étais même pas forcément pressé de le rencontrer parce que je me disais, ça se fera à l'occasion. Puis moi, je connaissais pas ce qu'il avait fait, donc... quand on s'est rencontrés pour la première fois, effectivement, là, ça a tout de suite matché, on s'est bien entendu, on a rigolé très rapidement, on a commencé à déconner, on est parti skier ensemble, je l'ai emmené faire un petit peu du ski de rando, je lui ai donné un peu des cours en ski hors piste, on va dire, et puis ça a super bien matché. Mais on n'a quasiment jamais parlé sport automobile tous les deux, quasiment jamais. Et lui, je pense qu'à ce moment-là, il savait aussi peu de choses de moi que ce que moi je savais de lui. Mais par contre, on s'est très bien entendu. Ça m'étonne pas des deux personnages que vous soyez très bien entendus tout de suite. Je reçois toujours des photos, des rappels de mon téléphone de ce que j'ai fait dans ma vie là, et j'ai souvent Benoît avec son casque de montagne, tout de travers que je lui avais donné quand on était parti faire la muselle en ski de rando, et j'ai souvent des trucs comme ça qui réapparaissent, je lui renvoie, j'ai dit regarde ta dégaine que t'avais et tout. Mais à ce moment-là, je me rappelle, on avait dormi dans un refuge d'hiver, je l'avais emmené, il doit s'en rappeler aussi, il faudra qu'on lui demande, mais il s'était caillé toute la nuit parce qu'on avait dormi en pleine montagne pour pouvoir faire la muselle le lendemain en ski de rando. Mais on parlait pas sport auto. Franchement, on parlait pas sport auto et moi, j'avais pas conscience de ce qu'il avait fait. Et j'ai vraiment pris conscience, ça va te faire rire, mais de ce qu'il avait fait quand j'ai écouté son podcast, juste avant le truc. Alors, ça me fait rire et ça me touche aussi parce que je suis content que c'est servi au moins à ça, tu vois. Ouais. D'ailleurs, cet épisode a cartonné, hein. Les gens ont adoré. Moi, je savais qu'il avait gagné le Mans, on me l'avait dit, 3 fois le Mans. Pour moi, le Mans, c'était une course que je connaissais de nom, parce qu'elle est connue, mais si, pour la petite histoire, quand il y a un truc rigolo, c'est que, pour dire que moi, c'est vraiment une catastrophe, quand on a arrêté en 2009, en 2010, Suzuki l'a sollicité pour venir faire copilote d'Henri Pescarolo sur le rallye du Touquet avec une Swift Super 1600. Ok. Et donc, il m'a dit, je vais rouler avec Henri Pescarolo. Alors, le nom Henri Pescarolo, ça me parlait, mais tu vois... C'est d'une insolence. Ouais, non, mais un truc de fou. Franchement, c'est pas une insolence, j'y connais rien. Et donc, ouvre le Touquet avec Henri Pescarolo et il me dit, tiens, il nous invite au Mans. Et donc, je dis, allez, on avait un copain qui nous a aidés depuis nos débuts, qui s'appelait Alain Guillot, un concessionnaire Citroën de Grenoble, un agent Citroën.
Et c'est vraiment quelqu'un qui nous a aidés depuis nos tout débuts. De la 205, en fait, ma mère, elle achetait ses ambulances chez lui. Et lui, il nous a aidés à faire nos premiers rallyes. Et on a dit, bah, pour lui faire plaisir, il nous a toujours suivis et tout. On a dit, bah, allez, viens, Alain, tu viens avec nous, on monte au Mans. Et on part tous les trois, Binge, Alain et moi, au 24 heures du Mans, invités par Pescarolo. Donc, apparemment, c'était un truc de fou, tu vois. C'est la grande classe. Ouais, mais nous, on s'en est pas rendu compte du tout. Alors, Alain, plus que moi, mais moi, pas du tout. On arrive là-bas, donc on est invité. Oh, je me rappelle, on rentre dans le truc. Donc, dans les stands et tout, apparemment, c'est quand même assez rare de pouvoir faire ça. On monte, on fait le départ. Putain, on laisse passer 1 heure, 2 heures de course. Et là, je dis, putain, mais là, ça dure 24. Ça va être trop chiant. Et je dis, ah bah, non, mais là, c'est pas possible, on peut pas rester 24 heures là. Et je dis, bah, viens, on se casse, on rentre. Et on est reparti. On est repartis tous les trois. Et ben, j'ai dit, mais j'y crois pas, putain, tu m'as fait monter là-haut. Et tu m'as fait redescendre aussi vite que ce qu'on est arrivé, quoi, pour faire. Parce que c'est loin quand même, le Mans, de chez nous. Et voilà, enfin bon. Et donc voilà ce que je connaissais du sport auto, quoi. En tout cas, autre que le rallye. Pour revenir à cette période de pause, donc tu fais une pause là, vraiment de 5 ans. Tes rêves de devenir vraiment, en tout cas, de t'accomplir dans le sport auto, tu les as enfouis. Maintenant, c'est ski. Tu veux faire monter tes petites pépites à ton tour. C'est toi le coach. Qu'est-ce qui se passe pour que finalement, la page, ou en tout cas le chapitre, se réouvre, ou alors plutôt un nouveau chapitre qui s'ouvre? Ouais. C'est très simple. En fait, moi, j'avais vraiment complètement coupé. J'étais à bloc avec mes jeunes. Je leur faisais des skis aux petits oignons. En plus, j'avais les enfants d'amis d'enfance. Tu vois, j'avais vraiment créé un groupe super sympa. On allait sur toutes les courses en France et tout, machin. C'était génial. Je retrouvais un rôle que j'avais vécu moi dans le ski, que j'adorais, cette ambiance de skieur, du côté coach. Et surtout, j'avais essayé de transmettre ce que j'avais adoré de par cet entraîneur-là que j'avais eu. Et un jour, sur le télésiège, en montant, je me rappelle, au-dessus de la Valentin, le télésiège du village, j'ai Christian, Antoine et Nadine Oriane qui m'appellent, qui me disent, donc ça c'était 2012, qui me disent, il y a une formule de promotion l'année prochaine qui va arriver avec Opel. Est-ce que ça te dirait de rouler là-dedans? Moi, je dis non. Et puis, on discute de ce parce qu'on a toujours resté en contact avec Nadine et Christian. Puis, je raccroche. Puis, j'arrive en haut de ces sièges, je dis, oh, pourquoi pas? Et puis, je rappelle peut-être 2-3 semaines après Nadine et Christian. Et en leur disant, bah ouais, si finalement j'ai vraiment envie. Ça me dit bien de rattaquer cette formule de promotion-là. Et ils me disent, ok, bah allez, on y va. Reparti. Sauf que Nadine et Christian me rappellent un mois après en me disant, bah non, on n'a pas de voiture. On peut plus avoir d'Opel. Il avait alloué à quelqu'un d'autre entre-temps? Bah, Opel avait réservé 25 voitures, je crois. Et il faisait plus partie des pilotes, des équipes qui pouvaient avoir une voiture. Moi, je dis, merde, putain, je m'étais remotivé à repartir là-dedans et tout. J'avais de nouveau vraiment envie de faire ça. Donc là, j'avais une trentaine d'années. C'était 2012. Et je dis, et où est-ce qu'il reste une voiture de dispo? Et donc là, j'apprends que chez l'équipe Alain Bonneton et Régine, il y a une Opel Adam de dispo. Donc j'appelle Alain, que je ne connaissais pas du tout. Et je dis, bah, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais faire la formule de promo. Et il me dit, bah, allez, viens, j'ai une voiture dispo pour toi. Et là, je me retrouve face à lui en disant, par contre, si je la fais, je veux absolument la gagner. Et je dis, là, il faut vraiment mettre tous les moyens. J'aurais pas forcément 2 années pour pouvoir faire ça. J'aurais pas le budget pour faire ça. Et je dis, est-ce que tu peux m'aider si jamais ça fait pas financièrement? Par contre, je veux vraiment gagner ce truc-là. Et je lui dis tout ce que je veux, tac, 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 pour que ça marche. Donc Alain, il me dit, bon, bah, ok, ça marche. Et Opel, on se retrouve dans cette formule de promotion-là. Donc je dis, ah ben, j'allais, c'est reparti et tout. Sauf que ben, lui, s'était engagé avec son père et tout. Il a pas pu repartir avec moi. Il devait reprendre la boîte de son père. Voilà, reprendre la boîte de paysage de son père. Impossible pour lui Puis bon, on avait tellement fait essayer, rater. Ben, je me dis, putain, mais non, mais je peux pas. Je mets mon père dans la merde et tout. Je dis, bon, écoute, je vais trouver quelqu'un. Et là, je voulais pas partir avec quelqu'un que je ne connaissais pas ou... Je demande à un copain des Deux Alpes qui s'appelait Titi Michaud, qui est plus âgé que moi, qui a l'âge de mes parents, et je lui dis, bah, est-ce que tu veux pas faire la formule de promotion avec moi? Mais lui, il connaissait rien au rallye, rien du tout. Il avait jamais fait de rallye de sa vie, il avait fait 1 ou 2 rallyes avec Cédric Chalvin, qui est un pote d'enfance des Deux Alpes. Et il me dit, bah allez si tu veux. Et donc Cédric se met à bloc avec Titi pour me motiver, pour monter le programme, etc. Et on se retrouve avec Cédric en ouvreur, Titi copilote, et Christophe Youpero en copilote ouvreur, on va dire.
Et on part dans cette formule de promo-là. Et on la gagne dès la première année. Et là se repose la question, tac, programme officiel de nouveau. Je dis putain, mais on va jamais s'en finir, tu vois. Et donc on repart sur une année avec Opel qui se passe vraiment très très bien cette année-là. Une saison officielle avec Opel qui se passe vraiment bien. Et là on se dit bon bah là on a passé un cap, j'ai passé 30 ans, donc là maintenant bah faut que ça marche quoi. J'ai encore envie que ça marche. Et Alain me dit bon bah écoute, je connais un copain qui s'appelle Christophe Lecureux, qui a une structure qui s'appelle CHL Sport Auto qu'il est en train de développer. Je te le présente. Et je dis bah allez, je veux bien, j'ai envie de faire quelque chose l'année prochaine. Tu vois ça un peu comme ta dernière chance parce que entre guillemets t'es plus un jeune pilote, ça y est. Non, là j'ai passé 30 ans, là je sais que c'est ma dernière chance. Et donc là je m'entoure d'un maximum de gens compétents. Je rencontre d'abord Christophe. Christophe il me dit je suis bien motivé pour te faire rouler avec une 208 R2. Je dis ouais mais je sais que tu as une 208 T16 dans le garage, est-ce qu'on pourrait pas rouler avec cette 208 T16 sur quelques courses? Christophe il me dit bah, j'avais pas prévu ça mais pourquoi pas, tu me plais bien. Il me dit allez je veux bien. Tu peux expliquer ce que c'est qu'une 208 T16 pour que... Bah, c'est la même catégorie que ce qu'on a là, sauf les premières générations de R5 en fait. Donc ça maintenant c'était une R5, ça s'appelle une R2. Ça s'appelle une Rallye 2. Ouais. Avant c'était une R5, c'est la même, c'est juste que l'appellation a changé. Ça fait Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3, Rallye 4, Rallye 5. Et voilà, la 208 T16 c'était cette catégorie-là, les premières. Et lui il avait acheté ça, toute neuve. Donc on est plutôt sur le top... En championnat de France, il y a les WRC à cette époque-là et les R5. Et donc là, je dis, bah, allez, si on fait ça, il me faut tel ingénieur. Je veux mes ouvreurs habituels qui ouvrent pour moi depuis 2004. Donc, Alex Courpayen et Christophe Ayupero continuent avec moi parce qu'eux, ils ont ouvert pour moi depuis 2004. Je les ai depuis 20 ans. Donc, je dis, bah, allez, on continue comme ça. Jean-Claude Vocard, qui était le responsable technique chez Citroën Sport à l'époque, veut bien devenir mon ingé. Et je sollicite Denis Giraudet. Et en alternance avec Jacques-Julien Renucci. Parce que je n'étais toujours pas dispo à ce moment-là. Et là, on gagne pour notre première année, pour la première fois, le rallye des Cévennes, en 2015, avec toute cette équipe-là. Là. Et donc là, ça a commencé à faire briller un peu les yeux de Christophe, on fait une super saison. Et là, Christophe a dit, allez, on y va, on fait plus gros et on développe CHL Sport Auto. Et donc, on s'est retrouvé à faire des saisons complètes avec Citroën. Ce coup-là, c'était la même boîte, la Peugeot et la DS, c'était les mêmes, sauf que Citroën... Voilà, on est passé sur une DS3 R5, mais c'était pareil, quoi. Et on se retrouve à faire notre première saison avec Christophe, avec Denis, en championnat de France et championnat du monde, en WRC2. Donc là, tu arrêtes à nouveau le ski, t'as pas le choix. Et donc là, 2016, je suis obligé d'arrêter le ski, parce que quand tu es entraîneur d'un ski club, en fait, il faut être investi à 100% avec les gamins. Et là, j'étais beaucoup trop absent. J'avais remis la tête dans le guidon au niveau du rallye. Donc j'ai redit j'arrête et je me relance à bloc dans le rallye, quoi. Et là je réintègre Citroën et je redécouvre des têtes que j'avais connues en 2004 avec qui j'avais bossé en développement. Donc tu retrouves un milieu dans lequel tu étais bien à l'époque et puis dans lequel tu te retrouves avec 10 ans de plus. Et là ça match vraiment bien, toute la synergie se passe bien. Didier Clément, qui était l'ingénieur de Sébastien Loeb, se retrouve à la tête de la compétition client. Il croit en nous, il nous connaît depuis l'époque. Au niveau du développement, de l'équipe de développement, toute l'équipe croit en nous aussi, on travaille bien. J'ai Michelin qui vient me solliciter pour me dire voilà, nous on a besoin d'un pilote de pointe en championnat de France. On a aussi besoin d'un pilote de développement. Apparemment, tu bosses bien avec Citroën, est-ce qu'on peut te solliciter? Donc je réintègre un format professionnel, mais avec beaucoup plus de recul. Et le recul que j'aurais aimé avoir à 20 ans, mais que je n'ai pas eu, quoi. Tu m'avais dit une phrase à ce moment-là, que tu avais raté ta carrière, mais que tu l'avais bien sauvée. Parce qu'en fait, c'est comme si ta carrière démarrait vraiment à ce moment-là, quoi. Mais c'est une phrase que je trouve elle a vraiment son sens, parce que notre carrière, elle a vraiment été loupée dans le sens où j'ai eu plein d'opportunités. Je pense qu'on a eu les capacités de pouvoir bien faire, mais j'ai vraiment raté mes occasions. Et à partir de ces années-là, j'ai bien sauvé ce que j'ai loupé avant. C'est-à-dire que j'ai réussi à m'en tirer quand même bien, quoi. Ça a été finalement une belle carrière que je n'aurais jamais imaginé faire à partir du moment où j'ai dit j'arrête en 2009, quoi. Et finalement faire aujourd'hui ces championnat de France, gagner en championnat d'Europe, on a gagné aussi un petit peu en WRC2. Enfin, il y a un moment j'y croyais plus. Et évidemment le rêve du WRC, il s'est éloigné, mais ça c'est normal.
on avait vieilli et puis j'avais pas fait suffisamment mes preuves. Mais par contre, notre carrière, elle a bien été sauvée, ouais. En fait, on peut dire que tu as vraiment percé à quoi, 33 ans? Ouais, c'est ça, de 33 à 40. Très tard, hein, très tard. Mais finalement, c'est toute l'expérience que je n'ai pas eue jeune du sport automobile qui m'a été nécessaire pour avoir ce degré de maturité-là à 33 ans. Puis voilà, moi j'ai grandi un peu tard. Hein. Je suis devenu vieux trop tard, quoi. Mais c'était... Ouais, c'est une... Enfin, moi je suis assez fier de notre parcours. Parce qu'en plus, Binge après est revenu avec moi en 2016. Il a réattaqué avec moi. Donc c'était le copain d'enfance depuis qu'on avait 10 ans jusqu'à 2016 où on réintégrait le professionnalisme. Il a vraiment vécu toutes les étapes, toutes les galères et tout avec moi. Enfin, c'était une belle aventure humaine. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans ce qu'on fait là aussi, c'est que l'aventure humaine, elle est vraiment belle parce que voilà, c'est ce qui me plaît dans le sport automobile, c'est ce qu'on arrive à générer sur le plan humain, affectif et tout avec les gens avec qui on bosse, quoi. Donc là, maintenant, c'est 5 titres de champion de France des rallyes. Le premier titre, c'est en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est celui qui te marque le plus encore maintenant? Oui, forcément, le premier titre, c'est très marquant, mais on n'a jamais douté qu'on allait l'avoir. Parce qu'on avait tout mis en place autour de nous pour que ça marche. Et effectivement, l'avoir, c'était génial. Mais pour moi, ça n'a pas été le plus difficile. Ça a plus été de dire on répète. Et le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ont été tout aussi difficiles à avoir, voire même plus durs que le premier qui était un peu plus la cerise sur le gâteau. Mais après, je voulais rester au top et continuer à performer. Et ça, pour moi, c'était un petit peu plus difficile que d'y arriver au premier coup, quoi. Tu veux dire se remotiver pour toujours aller chercher plus? C'est pas se remotiver, parce que la motivation, on l'a toujours eue et on l'a toujours, et j'espère qu'on l'aura toujours. C'était plus de dire, on a gagné une fois, c'est pas un coup de chance, il faut qu'on gagne une deuxième fois. Confirmer le truc. Confirmer. Tu vois, c'était plus ça qui était difficile, avec forcément une augmentation un petit peu de la pression à ce moment-là. Parce que gagner la première fois, ça peut être un coup de chance. Et te dire, je veux gagner une deuxième fois, là, ça veut dire que tu assois le truc. Et une troisième fois, une quatrième fois, tu vois, ça s'enchaîne. En parallèle, on continue les championnats du monde, quelques manches en championnat d'Europe, donc on voulait aussi performer à l'international. Mais bon, on l'a fait de manière très professionnelle, en pensant toujours que ça allait marcher. Et globalement, depuis cette année-là, 2015-2016, là, on vit quand même un rêve assez incroyable, quoi. Enfin, jamais en 2009, je me serais dit qu'on allait pouvoir rebondir comme ça. Jamais. Oui, c'est incroyable, Ouais. Tout ce qui s'est accumulé depuis ces années-là en finalement assez peu de temps. Ouais. Tu parlais de CHL tout à l'heure. Donc, historiquement, vous bossiez avec Citroën. Enfin, il bossait avec Citroën. Ouais. Il y a un moment où il change de constructeur. Oui, en fait, on a travaillé avec CHL donc depuis 2015, en étroite collaboration avec Citroën, Didier Clément, François Vallès, Manuel Thiel, c'est tous les têtes entre guillemets dirigeantes de Citroën Racing, et faisait 100% confiance à CHL et à nous, enfin à nous à travers CHL, peu importe, tout était lié de toute façon. Et quand CHL a eu l'opportunité de travailler avec Hyundai, avec un beau programme en championnat du monde, avec des pilotes officiels, etc., nous, on s'est retrouvés à un petit peu coincés, à pas pouvoir mélanger les constructeurs dans la même équipe. Donc, on a dû se trouver une autre solution, parce que moi, je voulais surtout pas quitter Citroën, qui était quand même une équipe de cœur, une équipe avec qui j'avais démarré ma carrière en 2003, mon premier programme officiel en 2004. Enfin, j'ai vraiment un historique avec Citroën. Quand je vais là-bas, je passe par-dessus le portillon comme Jacques Chirac dans le métro, quoi. Tu vois, c'est un peu notre maison, quoi. Donc, je voulais vraiment rester avec eux. Ils nous ont toujours fait confiance et je pense qu'on leur a toujours rendu. Et cette fidélité-là m'a poussé à trouver une autre solution. Sauf que je voulais pas changer pour une équipe déjà installée et un truc déjà ficelé. J'avais vraiment envie de créer... j'avais pas envie de créer mon équipe parce que j'en suis pas capable. Mais je voulais un truc qui soit à notre image, c'est-à-dire petit, familial, convivial et surtout entouré de personnes motivées, compétentes, quoi. Et donc là, on a réussi à motiver tout le monde et tout le monde est parti avec moi, mécano, ingé. J'ai Mathieu Bassou qui m'a accompagné tout de suite, il m'a dit oui, on suit. Nico Beg, le chef de voiture, tous les freelances qui étaient là, Albert, Julien, Aurélien, enfin tout le monde a vraiment suivi. Et j'ai dit, allez, on va chez Benoît Tréluyer. Parce qu'à ce moment-là, donc Benoît Tréluyer, pour faire le lien, parce qu'on en parlait tout à l'heure, monte un team, donc Trajectus, Ouais.
Parce que à la base, c'est aussi pour faire rouler son fils. Voilà. Et il devait faire du circuit au départ. Et donc toi, t'arrives et tu dis bonjour, j'ai un projet rallye. Alors en fait, moi je l'appelle et donc comme il dit si bien, au départ il me dit non, mais c'est pas vrai parce que très rapidement il m'a dit oui. Et donc je dis bah écoute, tu sais quoi, je viens avec mes partenaires, donc j'ai un partenaire que j'ai découvert récemment là depuis 2 ans qui s'appelle Ludo Perilla, qui a dit moi je te suis, quoi que tu fasses, je te suis. Et donc on s'est retrouvé à toute l'équipe de mécanos, donc les Espagnols qui venaient là, Albert qui vient d'Espagne, les mécanos, on s'est tous retrouvés chez Trajectus ici, toute l'équipe, les Ouar, Alex, Christophe, on était tous là pour rencontrer Benoît pour la première fois. Moi je le connaissais d'avant, mais j'étais le seul à le connaître. Et donc quand Benoît, je sais pas ce qu'il en a pensé, il m'a jamais trop dit, mais quand on s'est tous pointés là en disant bah voilà on veut faire du rallye avec toi, et que Ben il avait rien pour le rallye, rien du tout, il a dit bah allez banco on y va. Et donc ça a été un peu chaud sur l'hiver parce qu'il a fallu tout mettre en place, tout préparer, tout machin. Mais il y a tellement eu une bonne entente et une bonne synergie avec tout le monde qu'on s'est retrouvé dans cette équipe Trajectus en mars, alors qu'on a simplement décidé fin janvier de ce qu'on allait faire. En fait, on s'est retrouvé un peu en janvier à devoir décider, quoi. Donc très court pour préparer une équipe qui n'existe pas. Et ce qui est incroyable, c'est que tout de suite, ça a marché. Bah ouais, parce que Benoît connaît le sport auto comme sa poche et comme la mienne. Je pense que ça a aidé aussi Citroën, parce que je pense que contrairement à toi, il devait savoir qui était Benoît Tréluyer. Alors oui. Avant. Ah bah, il le connaissait beaucoup mieux que moi, Benoît. Il le connaissait beaucoup. Moi, je le connaissais en tant que pote, mais pas forcément en tant que. Et j'ai pris conscience quand je suis allé présenter Benoît aux dirigeants de chez Citroën, notamment François Vallès qui connaît très bien le circuit, Didier Clément qui connaît très bien le circuit, beaucoup mieux que ce que j'imaginais. En fait, j'ai vu tout de suite qu'ils connaissaient bien Benoît et qu'ils avaient beaucoup d'estime pour le personnage et qu'ils savaient que la chose dans laquelle je les emmenais, parce que c'est pas évident. J'emmène un constructeur dans une équipe qui n'existe pas, avec un programme financé en partie par le constructeur. Donc, il faut que le constructeur il me fasse confiance, déjà. Donc ça, c'était énorme qu'il me suive. Et puis qu'il fasse confiance à Benoît qu'il ne connaissait pas. Mais finalement, Benoît le connaissait quand même, quoi. Ouais, le rayonnement qu'a Benoît a sûrement aidé, j'imagine. Ah bah complet. Non mais complètement. Et puis, je pense qu'ils savent un peu l'état d'esprit que j'ai, le fonctionnement que j'ai. Et ils savent la raison pour laquelle je suis venu là, c'est que c'est un truc qui me correspondait bien. Donc ça a matché tout de suite. Donc Citroën a dit, allez banco, on y va, avec Benoît. Donc Benoît il s'est retrouvé avec un programme officiel Citroën sans avoir commencé son équipe, quoi. Donc c'était rigolo. Alors que tu sais, il y a des équipes qui courent après ça pendant des années. Ouais, c'est rigolo. Non mais franchement, c'est rigolo, mais c'est très atypique. Mais ma carrière, de toute façon, elle a toujours été très atypique, toujours faite de choses un peu improbables. Et ça en fait partie, quoi. Ceci dit, la sienne aussi. Hein. Et la sienne aussi. Ouais. Non mais je pense je te dis, moi, on s'est très bien entendu sans se connaître, sur le plan professionnel. Et quand j'ai écouté le podcast, je me suis beaucoup retrouvé dans sa façon de faire et dans la mienne, quoi. Donc la saison s'est très bien lancée. Tu étais clairement en tête du championnat. Là, on le voit pas parce que je suis impressionné à quel point tu es presque agile, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute. Mais tu t'es cassé 3 cervicales. Ouais, c'est ça. En fait, au dernier rallye, effectivement, on a une super saison. On a fait 5 podiums en 5 courses. On gagne au Canaries en championnat d'Europe. Et au Vosges, je fais une connerie en reconnaissance. On sort de la route et je me pète 3 vertèbres. Je me fais opérer du dos tout de suite à Nancy, vertèbre dorsale. Et la cervicale, ils n'ont pas pu l'opérer. Donc là, normalement, je suis censé avoir une minerve et pas bouger la tête. C'est pour ça que je suis un peu coincé. Mais bon, le siège et là, pour l'instant, t'as pas mal. articulé. Non, j'ai pas mal. J'ai pas mal. Faut juste que je sois patient, en fait, que ça guérisse vite pour qu'on puisse revenir le plus tôt possible, quoi. Donc là, t'es encore out pendant quelques mois. Ouais, je suis out quelques mois. J'attends que ça guérisse. Et puis, dès que j'ai l'aval des médecins, on repart plein fer, quoi. Comment tu vis justement cette blessure? Parce que je me mets à ta place. Le ski, t'as dû en avoir pas mal des grosses blessures. Alors, j'ai eu 2 phases. La première, c'était la culpabilité par rapport à l'équipe. Parce qu'il y a que nous qui roulons dans cette équipe-là sur un rallye. Donc, ça mettait tout le monde au chômage, tout le monde dans la galère. On a arrêté le programme. Enfin, comme je disais à Benoît avant qu'on démarre, je dis le pire truc qui puisse nous arriver cette année, c'est pas les sorties de route, c'est pas les mauvais résultats, c'est que je me blesse, en fait. Et là, se blesser, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'était jamais arrivé de ma carrière. Et là, j'ai tout de suite dit, punaise, la galère dans laquelle on est. Les partenaires, je pense à Igol, qui s'investit à bloc avec nous, Michelin, enfin, tous nos partenaires, tout le monde est coincé parce qu'on peut plus rouler, en fait. Et j'ai vraiment eu la sensation de mettre tout le monde dans la merde. Et ça m'a... J'étais sur le lit d'hôpital là-bas aux urgences, je disais, mais c'est pas possible, je suis en train de mettre tout le monde dans la merde, et ça me rendait dingue, en fait. Et même je arrêtais, enfin...
tout le monde, quoi. Un truc de fou. Et j'ai culpabilisé à bloc avec cette situation-là. C'est fou cette capacité que tu as à te mettre à la place des autres, alors que, de manière générale, et je vais faire un peu un cliché, mais un pilote a plutôt un ego de pilote, c'est-à-dire Ouais. qu'il va surtout penser à sa perfo avant, tu vois. Ouais, mais moi, enfin, forcément, il y a un ego de pilote que j'ai parce que sinon ça aurait pas marché. Mais moi, je suis vraiment attaché au côté humain. Vraiment, 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 c'est quelque chose auquel je suis le plus attaché que tout le reste. Et je mettrai jamais en péril une relation humaine pour un intérêt perso. Et ça, c'est ma ligne de conduite et c'est comme ça que je suis. Et je suis bien avec les gens avec qui je suis parce que tout le monde sait que je suis entier avec eux dans les relations, tu vois. Et les gens avec qui je suis pas forcément très entier, ils le savent aussi. Tu vois, enfin, pas très entier, parce que je suis pas très. Enfin, disons que tu sens quand ça se passe bien et moi, je suis vraiment attaché, très, très attaché à ça. Et je trouve qu'on le sent même dans ta manière de communiquer, parce que tu sais comme moi, le sport auto, ça peut être assez lisse sur plein d'aspects, tu vois, Ouais. un peu coincé. Et dans ta manière de communiquer, t'es toujours très toi-même, juste. Ouais, parce qu'il y a un truc dans le ski, les sportifs, ils sont eux-mêmes, en fait. Et il n'y a pas d'attitude de la bonne personne dans l'activité dans laquelle il est, tu vois. Le pilote de circuit, il doit être comme ça, un peu cul serré, avec la bimbo à côté, avec les gros nichons, machin, tu vois, c'est un peu cliché, tu vois. Et moi, j'ai envie d'être moi, en fait. J'ai pas envie d'être celui qu'on attend de moi. J'ai envie d'être juste moi. Et je pense que la meilleure communication qu'on puisse faire autour de nous, c'est la personne qui nous correspond et qui, tu vois, qui se force pas à être quelqu'un qu'il n'est pas, quoi. Juste parce qu'on lui demande d'être comme ça. Et je me suis toujours, sauf à mes débuts, où j'ai essayé d'être la personne qu'on attendait. Et c'est ce qui m'a, je pense, causé le plus de tort. C'est parce que j'étais pas moi. C'est ce qui met le plus important, c'est d'être soi-même, en fait. Et ça, j'y attache beaucoup d'importance. Et dans mes relations, ça se sent aussi, quoi. Et je l'ai vu, je l'ai constaté de mes yeux pour la première fois c'est la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, on s'était pas salué, mais c'était au trophée du sport auto. Ouais. Cérémonie, excuse-moi du cash, mais c'était vraiment chiant à mourir. Et t'as été, je pense, en tout cas le seul souvenir que j'en ai un peu marrant, c'est que t'es arrivé avec une tenue assez spéciale, parce que je crois que tu t'étais fait pas mal chambrer sur ça l'année précédente, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc pour expliquer, c'est une cérémonie en fait où on récompense tous les pilotes dans plein de disciplines différentes, Tout le plein de sport auto, catégories ouais. différentes. Donc ça dure des plombes et des plombes. Et Ouais, c'est long. Julien Ouais. Febro essaie d'animer ça comme il peut, mais c'est compliqué. Ouais, en fait, il y a une cérémonie où tout le monde raconte la même chose, tout le monde dit. Et ça, encore une fois, c'est pas vraiment moi. Enfin, moi, ça me saoule, en fait. C'est chiant. Et chaque année, moi, je déteste m'habiller. Je m'habille avec ce qui se présente à moi dans mon armoire, c'est-à-dire au-dessus de la pile. Donc là, t'as fait un effort pour nous. J'ai fait un effort, je me suis changé sur le canapé tout à l'heure, là. Et donc, une année, Thomas Sénécal, sur la remise des prix, me dit: Tiens, Johan, mais vous aviez la même chemise l'année dernière. Et je dis: Putain, le salaud, il a remarqué ça. Je dis: La vache, moi, je me rappelais plus que j'étais habillé comme ça l'année d'avant. Évidemment, j'ai qu'un costume qui me fait mariage, enterrement, baptême, cérémonie quelconque, et donc, remise des prix fait ça. Et là, je me dis: C'est rendu compte que ça. Et je lui dis: Mais écoute, Thomas, effectivement, j'ai un problème, j'ai une maladie incurable, j'ai le syndrome du dessus de la pile. Donc là, il explose de rire. Et donc, je me suis dit: L'année prochaine, je vais m'habiller, qui pourra rien me dire. Et donc, c'était Julien qui était là à février, et je me suis habillé en costume traditionnel de montagne. Et donc, j'avais mon petit T'avais un la béret. tarte. Ouais. Je crois que t'avais des chaussettes hautes. J'avais mes grandes chaussettes, j'avais mon pantalon, ma petite tenue de montagnard et tout. C'était classe, hein, mais c'était pas très adapté à la vie parisienne. D'ailleurs, quand je suis arrivé à la remise des prix, il y a les gars de la Fédé qui sont arrivés qui m'ont dit est-ce que tu as besoin d'une pièce pour te changer? Ben non, en fait, je suis juste habillé du mieux que je peux là ce soir. Je suis au max. Et c'est rigolo parce que ça sort un peu des classiques, mais bon, au moins ça a animé un peu cette partie de la soirée, puis moi ça m'a fait rire, quoi. Tu sais, j'ai toujours une question un peu rituelle pour conclure chaque épisode. Elle va te paraître bateau au complet, tu l'as déjà entendu, mais t'as peut-être pas fait attention. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ce soit tes rêves en auto, déjà te remettre au maximum, le plus rapidement possible. Mais c'est quoi un peu tes rêves auto, perso Bah, je pense que tant que ça marche, je continuerai. Tant que je me fais plaisir, je veux pas y aller par obligation.
Et surtout, ce qui est difficile dans l'activité qu'on fait, c'est la vie de famille par rapport aux absences qu'on a, l'investissement que ça demande, etc. Et aujourd'hui, j'ai ma femme et 2 enfants. Et j'aimerais au maximum que l'investissement que je mets dans le rallye n'ait pas trop d'impact dans ma vie de famille, parce que forcément, c'est tellement prenant, on est tellement investi dans ce qu'on fait que les absences, elles se ressentent auprès des enfants, auprès de ma femme. La vie de famille, elle est difficile et j'essaye du mieux que je peux de cumuler les deux et d'être un bon père, un bon mari et un bon pilote. Mais tout n'est pas forcément 100% compatible. Donc, pour moi, ce qu'on peut me souhaiter, si on peut me souhaiter quelque chose, c'est que j'arrive à mêler l'ensemble des choses pour que ça impacte personne dans l'activité que je fais aujourd'hui, quoi. Et puis, la suite peut-être après le rallye, t'as des idées déjà de reconversion? Non, pas du tout. J'ai vraiment aucune idée. Aujourd'hui, je travaille encore à bloc dans le sport automobile. Je travaille avec un entraîneur mental aussi, tu vois. Je suis quand même encore à bloc là-dedans. Et tu vois, même avec Karine, par exemple, avec qui je m'entraîne mentalement, j'aborde même pas ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément fait le deuil de repartir dans une autre activité ou quoi que ce soit. Pour moi, je suis encore là-dedans. Là, je me suis blessé, mais alors ça va paraître un peu bizarre ce que je dis, mais finalement, c'est une blessure de parcours. Et nous, dans le ski, on a toujours été habitués à énormément se blesser. En fait, une carrière d'un skieur, elle est faite de blessures et de retour à la compétition, retour de blessures. Et en sport automobile, on a moins cette culture-là de la blessure parce qu'on se blesse moins. Et quelquefois, ça peut être un peu rédhibitoire. J'entends souvent dire est-ce que tu vas réussir à rerouler? Est-ce que tu vas pas avoir peur? Mais en fait, je pense pas. C'est pas une question que tu poses, quoi. Non, moi, c'est pas une question que je me pose parce que la blessure dans une carrière de sportif, franchement, à part en sport automobile, elle est chez tout le monde. Et tout le monde se blesse et tout le monde revient de blessure. Moi, j'y considère comme un accident de parcours. On verra comment je suis dans la caisse de course. Je peux pas le savoir aujourd'hui, j'ai pas rattaqué. Mais je suis pas trop inquiet quand même. Donc, tant que je suis comme ça dans cet état d'esprit-là, je continuerai tant que je peux, quoi. En tout cas, un grand merci pour ce moment qui était... Enfin, c'est juste fabuleux d'écouter tes histoires. Je crois que les gars nous regardent par la fenêtre, ils sont prêts à bosser. Parce que là, malheureusement, on a empêché tout le monde. Ouais, on a pris un peu de temps, ouais. Mais c'était vraiment trop cool de merci d'être venu jusque-là. En tout cas, c'est très sympa. À très bientôt, Yohan. À bientôt.